Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis assez ravi de voir ce nombre impressionnant de personnes intéressées à ce sujet. Parce que quelquefois, quand on navigue sur la Loire, on se dit « Oh, on est un peu seul, ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde. » Et bien finalement, ce soir, on a la preuve que si. Et j'en suis ravi. Alors, je vais faire ça va s'organiser en trois temps. Je vais faire une petite présentation rapide. Je vais lancer quelques questions. Dans un deuxième temps, la table ronde à proprement parler. Et dans un troisième temps, les questions avec la salle. J'espère qu'il y en aura. Et je vais commencer effectivement par présenter nos invités. Là, c'est par ordre alphabétique, ce qui ne correspond pas au rangement sur le plateau. Donc Jean-Pierre Chalut, qui est président du directoire du Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire. Olivier Château, qui est conseiller municipal de Nantes et délégué à la Loire, aux activités maritimes et nautiques, entre autres choses. Thierry Duflot, à ma gauche, tout à fait à ma gauche, qui est directeur donc, de Nantes Gestion Équipement, qui est le gestionnaire délégué des ports pour le compte de Nantes Métropole, alors les ports de l'Erdre, les deux pontons du Bras de la Madeleine, Trente-Mou et Écouéron. J'en ai pas oublié? Non, c'est bon. Yves Gillet, alors là, je vois qu'il y a une petite faute, c'est deux L, je crois. Hein, ouais, désolé. Et Yves Gillet, président du groupe, on dit Kéran ou Kéran? Kéran, ex-groupe SCE, qui a en fait une double casquette, si je puis dire. Cette casquette de responsable d'entreprise, qui agit beaucoup dans le domaine maritime, au moins en consultant. Mais aussi, c'est le président de la Solidaire du Chocolat. Et je crois qu'il y a même quelques autres projets qui se profilent à l'horizon avec un certain Damien Grimont, navigateur et organisateur de manifestations que tout le monde connaît ici. Émile Robert, à ma gauche, qui est donc le représentant du centre nautique Sèvres-et-Loire. Donc c'est le centre qui se trouve à Rezé et qui organise, et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir pour parler au nom des associations, et on a eu des réunions préparatoires, mais si je lui ai demandé de venir, c'est parce que justement le CNSL est l'un des rares à organiser une manifestation pérenne et régulière sur la Loire, à savoir les fameuses régates de Trente-Mou, qui sont des régates historiques. D'ailleurs, la photo que vous avez vue à l'entrée tout à l'heure a été prise lors des dernières régates en septembre 2014. Voilà. Et enfin, tout seigneur, tout honneur, le directeur. Alors j'ai mis directeur des affaires maritimes, mais on ne dit plus comme ça, hein, c'est ça. C'est le directeur interrégional de la mer pour la région Nord-Atlantique Manche-Ouest. Donc c'est le Bretagne et Pays de la Loire. Mon Dieu, c'est large. C'est large. Et Patrice Vermeulen va nous parler tout de suite, d'ailleurs, un petit peu si vous voulez bien, du cadre réglementaire. Mais avant ça, je vais continuer ma présentation. Donc, je disais, le nautisme à Nantes, la plaisance. Moi, je préfère parler de navigation de loisirs, parce que le mot plaisance est assez connoté et renvoie à une certaine catégorie socio-culturelle, socio-professionnelle, où je ne me retrouve pas forcément. On en parlera d'ailleurs avec Émile tout à l'heure sur les aspects de plaisance populaire qui sont chers au centre nautique Sèvres-et-Loire. Donc c'est une activité ancienne qui débute dans le milieu du 19e siècle à Nantes. Moi j'ai trouvé dans les archives que la première véritable compétition nautique sur la Loire a eu lieu en 1847 entre la Bourse et les Salorges, parce qu'à l'époque le bras de la Bourse existait encore. Et c'était d'ailleurs, je crois savoir, plutôt une compétition d'aviron que de voile. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce qu'étaient les régates de Trente-Mou au début du XXe siècle, hein, où on voit quand même, il y a une petite chose à noter, que les bateaux qui sont présents sont à la fois des bateaux de plaisance, de yachting comme on disait, mais aussi les bateaux des pêcheurs de Loire, des civeliers, les fameux bassins de Ray, dont il reste encore quelques unités, notamment du côté de la cale de Lille. Une autre photo, toujours des régates de Trente-Mou. C'est des photos que j'ai trouvées ici ou là, notamment sur le site de la ville de Rezé. Et cette tradition est toujours vivante, puisque, comme je le disais à l'instant, le centre nautique Sèvres-et-Loire
organise tous les ans, entre autres activités, parce qu'il fait beaucoup d'autres choses, mais entre autres activités, organise les régates de 30 mou au mois de septembre, qui sont quand même une manifestation populaire, festive, qui attire encore beaucoup de monde, même quand il pleut, ça arrive. À Nantes, jamais, non, mais le soleil se lève plusieurs fois à Nantes par jour, c'est bien connu. Le nautisme, c'est aussi à Nantes. Alors là, je vais vous présenter des images, mais après, on va rentrer dans le vif des sujets. Il n'y a pas que les belles images. Mais là, je vous présente des belles images pour le démarrage. Les départs de courses transocéaniques, on parlait de la Solidaire du chocolat, là, c'est une photo de la Solidaire du chocolat. Elles sont rares, ces courses, mais peut-être que demain, les choses pourront s'améliorer, se développer. La présence du Bélem aussi, ça, qui est de plus en plus fréquente à Nantes, parce qu'autrefois le Bélem, je crois savoir, se faisait payer pour venir à Nantes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une convention qui a été passée avec la métropole. Il y a un beau ponton qui a été construit, en partie grâce à Thierry Duflot et aux élus qui ont pris la décision. Et ces escales du Bélem vont permettre désormais d'associer les bateaux du patrimoine nantais, comme ça a été le cas ici, là, en août 2014, parce que vous voyez Vétille. Un petit mot sur Vétille, parce que je suis un peu concerné. C'est un des 2 plus vieux bateaux de plaisance français, construit à Nantes, à Chantenay-sur-Loire, en 1893, donc 3 ans avant le Bélem. Donc le gros bateau qui est derrière lui doit le respect. Voilà. La présence des multicoques transocéaniques, alors ça c'est encore beaucoup plus rare. Ici c'était évidemment Banque Populaire quand il a été baptisé à Nantes. Et puis des associations qui travaillent. On a parlé du Sénécel, on pourrait parler de la Cale de Lille, puisque là c'est la mise à l'eau du Saint-Michel II, donc la réplique du 2e bateau de Jules Verne, qui a terminé sa carrière du côté de Belle-Île, mais qui a longtemps servi au pilotage de Loire. Je ne sais pas s'il y a des pilotes dans la salle. Ils s'en souviennent peut-être? Non, ils sont trop vieux. Et puis, il y a des pratiques diverses et variées. Canoë-kayak, yole de mer, aviron, voile aviron, donc avec des clubs comme le Sénécel, Bougnay contre-courant, aviron Loire-Océan Aquéron, le club nautique d'Indre, le cercle d'aviron de Nantes. Et puis la présence des bateaux du patrimoine, évidemment, j'en ai parlé à l'instant. Aujourd'hui, la Cale de Lille est sur l'île de Nantes. Se posera la question peut-être demain de sa localisation, comme d'autres associations d'ailleurs. Il y a aussi des randonnées nautiques, comme celle qui est organisée tous les ans sur la Loire amont, là du coup par Loire pour tous. J'ai vu que son président était dans la salle. Et puis un mot quand même pour dire qu'il y a quelques manifestations qui malheureusement ont disparu. On ne va pas revenir dessus, mais je les cite quand même. C'était la descente de la Loire de Nantes à Saint-Nazaire. C'était il y a une dizaine d'années, Émile, si je ne me trompe pas. Le tour de l'île de Nantes, etc. Donc, ça serait intéressant de s'interroger sur les raisons de cette disparition. Alors, pour la clarté du débat, on va distinguer quand même 2 approches qui ont des points communs évidemment, mais l'approche économique avec l'accueil des unités de plaisance extérieures, donc dans une démarche touristique, et les projets de pôle nautique dans une démarche économique, avec l'approche citoyenne dont nous parlera plus tôt Émile d'ailleurs, sur le développement des usages de loisirs à destination des habitants de la métropole, pour un nautisme populaire, j'en ai dit un mot, et aussi la question de valorisation du patrimoine. Mais les 2 approches ne sont pas forcément inconciliables. Alors, au-delà des images qu'on a vues tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. C'est des images qu'on retrouve facilement dans les documents de promotion du territoire. Mais qu'est-ce qui est possible réellement de façon pérenne sur la Loire? Est-ce que tous les types de loisirs nautiques sont praticables? On a vu des affiches où on parlait de jet ski. Moi, ça me fait un peu peur, mais bon. Quelles conditions aussi pour que ces pratiques existent et se développent? Alors, il y a toute la question, et je pense qu'il va en être fortement question, des modalités d'amarrage et de mise à l'eau, de sécurisation du plan d'eau, parce que la Loire est quand même un fleuve qui a quelques contraintes. C'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pas non plus un fleuve impossible à naviguer. Certains en font la preuve régulièrement. Il y a aussi le problème de la cohabitation, évidemment, des activités de loisirs
avec les activités commerciales du Grand Port Maritime. Il y a aussi des questions de dragage qui peuvent se poser, notamment quand il y a des gros bateaux transocéaniques qui peuvent venir à Nantes. Et enfin, on peut se poser la question de si demain cette pratique se développait, des opérateurs qui pourraient prendre la responsabilité de ces actions. Sur l'état des lieux, parce que c'est quand même un gros problème, il y a eu ces dernières années un effort de fait par la collectivité, c'est indéniable, avec, je le disais tout à l'heure, le ponton Bélem, hein, qui est un ponton sécurisé sur pieux, etc. Il y a l'agrandissement prévu, alors je ne sais pas où ça en est, du bassin Saint-Félix, sans oublier évidemment les ports de l'air de Trentemoux, de Couéron, mais avec un gros problème pour les deux derniers, c'est l'envasement chronique. Et puis il y a aussi, je le cite au passage, parce que je trouve que cette commune a fait un effort, c'est Le Pèlerin qui a, sur la zone dite de Bikini, a créé un ponton il y a déjà quelques années à ses frais. Voilà, ils n'ont pas attendu que Nantes Métropole accepte de financer. Alors du coup, l'accueil des unités de croisière a été amélioré. Mais ça n'est qu'une réponse partielle, sinon insuffisante, à la demande des associations et des plaisanciers nantais. Pour donner un exemple, l'accueil des unités du patrimoine, que ce soit monuments historiques ou bateaux d'intérêt patrimoniaux, ont quand même bien des difficultés pour stationner et pour se mettre à l'eau sur la Loire, alors que leur construction ou leur restauration a souvent été financée par les collectivités locales. Donc il y a un certain paradoxe. Sur les équipements portuaires, il y a aujourd'hui des linéaires de quais non entretenus à Nantes. Donc, quelle transformation possible pour d'autres usages, pas forcément d'ailleurs pour la plaisance. On peut penser au fret à la voile. Il y a certaines associations qui s'y intéressent. Je pense à la Nef, qui a fait un cahier d'acteurs dans le cadre du grand débat. Il y a certains projets d'urbanisme. Alors, c'était par le passé qui étaient parfois ignorants ou sourds à la dimension Loire navigable. Je cite cet exemple assez souvent. La réhabilitation du quai Fernand-Crouan, juste en face de la Maison des Hommes et des Techniques, avant le lancement du projet de l'île de Nantes, à la fin des années 90, n'a tenu aucun compte de la possibilité d'accostage. On a fait un nez de cale qui, sans possibilité de s'amarrer. Alors c'est vrai aussi qu'il y avait un problème de dragage, puisqu'à cet endroit-là, il y avait quand même quelques résidus des anciens chantiers qui étaient dangereux. Mais bon, voilà, demain, les navigateurs espèrent qu'on prendra en compte systématiquement cette dimension navigation. Je suis un peu long, excusez-moi. Bon, il y a aussi la question de la réutilisation des cales du Bijon et d'autres cales dans la métropole. Il y en a plusieurs qui existent, quelquefois de manière très modeste, mais qui ne sont pas entretenues, et d'autant plus qu'elles ont une valeur patrimoniale. Et puis, il y a aussi la dimension pôle nautique. Le grand bassin du plan guide chez Métoff a disparu des cartes aujourd'hui. Est-ce que c'est envisageable, souhaitable d'avoir un port à flot sur la Loire ? Si oui, à quel endroit ? Quelle vocation ? Est-ce que c'est plutôt un port d'hivernage, etc. Est-ce que c'est un port à sec qu'il faut à Nantes, sachant que l'offre s'est développée sur l'estuaire, à Port-Lavigne, au chantier de l'Esclin, le Loire Nautique Service à Cordemais, les ports de l'Atlantique, qui est le dernier ouvert au Carnet, la Pierre à l'Œil à Paimboeuf. Donc ça fait quand même un certain nombre d'équipements. Et puis, quelle viabilité économique pour les entreprises privées du nautisme sur un éventuel pôle nautique dans la métropole en bord de Loire ? C'est toutes ces questions-là qui sont posées aujourd'hui. Donc là, c'est une première étape. On a saisi l'opportunité du grand débat, d'autant plus que c'est une question récurrente qui n'a jamais vraiment été traitée publiquement. En tout cas, si ça a été fait de manière parcellaire. Et l'objectif principal de cette soirée, c'est évidemment d'entendre les points de vue des différents intéressés. Mais c'est une première étape, je le répète. Et d'autant plus qu'il faut sans doute avoir une réflexion un peu plus globale, non seulement sur la métropole de Nantes, mais sur l'ensemble de l'estuaire de la Loire, sur ces questions-là. Voilà, j'en ai fini. Comme je le disais tout à l'heure, première étape, fixer un petit peu les choses, et notamment le cadre réglementaire. Parce que sur la Loire, on ne sait pas très bien qui fait quoi aujourd'hui, entre le port autonome,
VNF sur la partie amont, qui est responsable de quoi et quel est le rôle de l'État, par exemple. Donc je me tourne tout de suite vers M. Vermeulen pour qu'il nous informe sur ces différents points. Merci. Alors effectivement, c'est un sujet assez complexe, mais en même temps, je vais essayer de le rendre le plus simple possible. Nantes est un port d'estuaire. Donc ça veut dire qu'il est au carrefour de différents espaces et qui ont des régimes juridiques différents. Alors, ça dépend également des usages, bien sûr, qui sont pratiqués et qui fait qu'il y a des réglementations différentes et donc des statuts différents qui s'appliquent. D'abord, de manière globale, la Loire, en aval de Nantes, est maritime, et alors qu'en amont de Nantes, elle devient fluviale. Alors, je rentre un petit peu dans le détail. À partir de Saint-Nazaire, on a ce qu'on appelle la limite transversale de la mer, qui fait qu'on passe de la mer proprement dite au fleuve. Et en termes de domanialité, on est d'ailleurs sur des domaines publics fluviales, qui sera d'ailleurs le régime de la Loire dans son ensemble. Alors ensuite, en fonction des activités, les choses sont un peu différentes. Bien sûr, la première activité, celle qui nous intéresse le plus ici aujourd'hui, c'est l'activité nautique, c'est-à-dire la navigation maritime proprement dit. Alors là, Nantes, effectivement, constitue une barrière, en quelque sorte, puisque comme je le disais tout à l'heure, en aval, on est en navigation maritime, en amont, on est en navigation fluviale. Alors, où se passe la limite ? Eh bien, sur le bras de la Madeleine, c'est le pont Anne de Bretagne. Et puis, sur le bras de Pirmil, c'est le pont de chemin de fer, le premier pont de chemin de fer quand on arrive de Laval, le pont de Pirmil, oui. Et donc, on est donc en navigation maritime, c'est-à-dire qu'on c'est un navire de mer qui fréquente la zone maritime. Pourquoi ça s'arrête là ? Parce que c'est ce qu'on appelait autrefois le premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, ce qu'on appelle aussi la limite de l'inscription maritime, c'est-à-dire qu'on considérait qu'au-delà, les bâtiments de mer ne pouvaient plus remonter parce qu'ils étaient trop grands, ils ne pouvaient plus passer sous les ponts. Et donc, par conséquent, on changeait de régime, on passe à ce moment-là après en navigation fluviale. Mais alors, il y a d'autres régimes qui s'appliquent, en particulier pour la pêche maritime, par exemple. Bon. Là aussi, il y a la Loire connaît deux régimes, mais par contre, c'est en amont qu'a lieu la limite qu'on appelle la limite de salure des eaux, en deçà de laquelle on fait de la pêche maritime et au-delà de laquelle on fait de la pêche fluviale. Alors cette limite, elle est située à la hauteur de Cordemais, sur la Loire. Voilà. Alors ce qui n'empêche pas qu'il y ait des pêcheurs des deux côtés qui travaillent. Les pêcheurs maritimes peuvent remonter jusqu'à Nantes. Les pêcheurs fluviaux, dans un certain nombre de cas, avec des dérogations qu'on leur accorde, dans des conditions parfois d'ailleurs un peu acrobatiques, peuvent descendre jusqu'à la limite transversale de la mer. Mais on a bien quand même deux régimes distincts. Alors qui est-ce qui applique ces régimes ? Là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu en 2010 une importante réforme de l'État. Donc, il a redistribué un petit peu les cartes et a réduit d'ailleurs surtout le nombre des services. Moi, mon service intervient essentiellement, uniquement, exclusivement en zone maritime, par définition, et n'est pas de surcroît un service de proximité, puisqu'on a, vous le rappeliez tout à l'heure, on a donc une dimension interrégionale. De toute façon, les activités en zone maritime, elles sont libres, donc que ce soit alors, en fonction bien sûr de la réglementation propre qui s'applique. Mais il n'y a pas de zonage en quelque sorte sur la partie maritime, aussi bien pour la navigation que pour la pêche. Quand on arrive dans la zone fluviale, les choses sont un petit peu différentes puisqu'on est sur des systèmes de l'eau. Bon. Alors ça, c'est nos amis de la direction départementale des territoires et de la mer qui gèrent cela, ex-DDE pour employer les terminologies anciennes, en liaison avec la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour tout ce qui est activité à caractère sportif. Ça devient très compliqué. Les choses sont un peu compliquées. Hein. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi VNF, Voies navigables de France, qui intervient également, et dont le DDTM d'ailleurs est le représentant local. Donc là, on a des systèmes de l'eau, aussi bien pour la pêche d'ailleurs, que aussi pour les activités nautiques. Ce sont des associations qui bénéficient pour une certaine durée de l'usage des eaux fluviales. Voilà. Alors tout cela, bien sûr, indépendamment de l'emprise du grand port maritime, qui a à la fois une dimension aussi économique, sociale. Mais je pense que Jean-Pierre Challus sera plus à même que moi de répondre sur le statut propre du port. Eh bien justement, on va lui céder la parole. Le règlement sur la zone maritime, sur la Loire maritime, on va dire, c'est le port qui est chargé de l'appliquer, ou je me trompe ? On peut effectivement le résumer comme ça, mais peut-être quelques éléments pour éclairer le débat et peut-être pour insister sur une des missions du port qui est une mission de gestion d'espace. Alors il y a des espaces terrestres que nous avons en gestion, à peu près 2700 hectares, et puis gestion du plan d'eau.
Sur la gestion du plan d'eau, notre rôle est en particulier d'assurer l'entretien du chenal de navigation dont les caractéristiques sont définies et arrêtées par l'État. C'est-à-dire que quand on regarde le code des ports des transports, enfin le code des transports, pardon, et auparavant qui s'appelait le code des ports maritimes, le port agit sur l'entretien du chenal au nom de l'État sur ce schéma-là, et donc nous sommes en charge d'assurer les cotes qui ont été fixées par un arrêté d'État. Donc sur cette partie, j'allais dire, qui touche à la question des dragages que vous avez évoqué dans votre présentation générale, c'est le port, comme dans tous les ports de France, le port de Nantes-Saint-Nazaire, qui est en charge de cet aspect-là. Ensuite, sur l'aspect de la gestion de la navigation proprement dite, on a donc nos officiers de port, la capitainerie du port, qui est en charge d'appliquer le règlement particulier de police. Ce règlement particulier de police est signé par le préfet de région, et sans doute le préfet maritime. Je parle sous le contrôle de Patrice Vermeulen sur cet aspect-là, mais enfin qui est signé par l'État, et dans lequel on décrit les activités qui sont possibles d'exercer. Et en particulier, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, cet arrêté prévoit l'interdiction des activités nautiques, autres que professionnelles et de pêche. On peut constater qu'il y a quand même un certain nombre d'usages qui existent. Il y a du laisser-aller. Il y a du laisser-aller, sans doute, mais ce n'est pas à moi de le dire à ce stade. Enfin, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une différence dans la façon dont sont appréhendés les aspects. Si je fais un parallèle qui n'a sans doute pas grand-chose à voir entre la mer et le monde de la mer et le monde de la montagne. Le monde de la montagne est beaucoup moins réglementé que ne l'est le monde de la mer. Et donc on est sur des sujets qui sont, j'allais dire, assez typiquement français, dans lesquels en réglementation on interdit et ensuite on admet un certain nombre de dérogations. Ce qu'évoquait Patrice Vermeulen au travers d'un certain nombre de ces éléments tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est un fait. C'est-à-dire ce règlement particulier de police, il est rédigé de la façon dont je viens d'indiquer. Comme vous le notez, ça n'empêche pas un certain nombre de choses de se passer. Non, c'est d'ailleurs rassurant qu'on puisse faire des choses sur la Loire en dehors des activités commerciales et de pêche. Ça n'est pas dans le domaine maritime qu'on assiste à ce genre de choses. Il y a beaucoup de lois en France, beaucoup de réglementations, et je pense qu'on sait tous qu'elles sont plus ou moins appliquées, avec sans doute aussi également une certaine part de bon sens. Alors moi j'avais prévu une question, mais alors du coup vous avez apporté la réponse. Ma question c'était... Réglementairement, rien ne s'oppose au développement de la plaisance dans l'estuaire de la Loire. Eh bien, si. Alors, réglementairement, si. Ensuite, je pense mais là, c'est sans doute plutôt aux spécialistes de la navigation de s'exprimer sur ce sujet-là. La navigation en Loire, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, entre tout interdire ou tout autoriser, il y a sans doute... des éléments qui méritent un débat, sans doute, d'où la séance de ce soir. Certainement. D'ailleurs, je vais me tourner vers Émile Repère, parce que lui, c'est un praticien de la Loire et des activités nautiques, donc il va pouvoir nous dire si la Loire est un fleuve aussi dangereux qu'on le dit, ou on peut y faire des choses malgré tout. Bonsoir à tous, oui. Oui, la Loire est donc un fleuve mangeuse d'enfants. Je veux dire, nous l'avons tous appris dans nos cours d'histoire et de géographie. Et j'avais bien aimé d'ailleurs l'expression qui avait été retenue dans un débat précédent, où retenons quand même que la géographie propose et l'histoire dispose. Et l'histoire, nous la faisons effectivement et nous y participons. Et ce qu'on est bien amené à constater, enfin en tout cas à Trentemoue notamment, c'est que des usages de la Loire, il y en a vraiment de toute nature, et tellement de toute nature que lorsque j'entends effectivement qu'il y a une interdiction des activités nautiques, je ne vois pas comment, effectivement, cette réglementation puisse s'appliquer par le fait, malheureusement, parce que de fait les activités nautiques qui sont héritières de, maintenant on le sait, depuis plus de 2000 ans d'histoire. À Rezé, on vient de découvrir le port antique de Ratiatum, et ça nous laisse une idée de l'héritage, d'usage que nous avons, et qui est effectivement qui est très large. Alors bon, il y a eu Franck vous a présenté un petit inventaire
des pratiques d'activité nautique sur la Loire depuis, on va dire, quelques décennies, pour rester proche de nous. Je pourrais rajouter, je vous rappelle qu'on a eu droit à un carnaval sur l'eau. On a eu droit au centenaire du Bélème, on a bien sûr des mises à l'eau symboliques, on a eu le Saint-Michel II qui a été mis en... Et il y a eu des manifestations comme les rencontres du fleuve. Et le Tour des îles est une manifestation que différentes associations se sont appropriées à différents moments. Alors le Tour des îles n'existe plus, si, il existe encore, mais il existe, je dirais, d'une manière parfois confidentielle, parfois discrète. Et de fait, le souci que nous avons pour terminer, je veux dire que la Loire inspire. La Loire inspire, elle est attirante. Et donc, elle donne envie à pas mal d'acteurs des usages de la Loire de faire. Dernièrement, puisque les activités nautiques sont interdites en Loire, on a pu assister à des actions pédagogiques et culturelles où des artistes sont venus essayer de reconstituer sur la Loire des embarcations qui sortaient de l'imaginaire très clairement de certains de leurs élèves du collège, etc. Nous, on a eu quelques cheveux blancs. Je veux dire, on a discuté avec eux en leur disant qu'il fallait quand même qu'ils restent tout près de la Loire et qu'il y avait tout près de la berge et qu'il y avait quand même quelques éléments qui leur manquaient sur leur radeau improbable. Alors, mais enfin bon, voilà, la Loire inspire, la Loire donne envie, la Loire est attirante et de fait, veut dire que ce soit d'une manière structurée dans des associations ou individuellement. La Loire est utilisée. Vous voyez encore très régulièrement des kayakistes qui nous viennent des sources de la Loire à peu près et qui veulent absolument tout faire jusqu'à l'embouchure. Et qui, effectivement, quand ils arrivent à Trente-Mous, ils viennent nous demander, à Trente-Mous, puisqu'on est quand même assez souvent présent, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller et tout. Alors bon... On leur donne, dans une donc profonde illégalité, on leur donne quelques indications pour qu'ils n'aillent pas se retrouver effectivement coincés entre les infrastructures portuaires et puis quelques éléments physiques importants qui s'appellent des pétroliers, des vraquiers et autres utilisateurs. Voilà, donc ce qu'on est bien obligé de constater, c'est que de fait, il y a du monde sur la Loire, de manière sporadique, et ce qui fait que les associations notamment qui ont une pratique de la Loire, n'ont pas forcément la reconnaissance qu'elles méritent. Ceci dit, vu justement, et c'est intéressant, là on est vraiment dans le vif du sujet, vu la difficulté de mettre en place des activités sur la Loire, vu cette difficulté, la reconnaissance, je dirais, des associations est relativement sporadique. Bon, j'entends Franck qui nous connaît bien au Centre nautique Savoie-Loire. Nous ne sommes pas que les organisateurs des régates de Trente-Mous. Nous avons une pratique qui n'est d'ailleurs pas que sur la Loire tous les jours. Ça, je peux vous le garantir. On va ailleurs. On va même, puisque nos bateaux sont sur des remorques, on va naviguer en Norvège, on va naviguer en Suisse, mais on va aussi en Bretagne Nord et aussi au bassin d'Arcachon, enfin, etc. Et certains d'entre nous, moi, m'étaient à Porto ces dernières années, et certains veulent aller à Venise. Bon, on peut se déplacer, aller partout, mais donc, de fait, quand même, notre base de départ, c'est bien la Loire. Et la Loire, à partir de Trente-Mous, pour le Centre nautique Savoie-Loire, bien sûr. Donc, et on n'est pas les seuls. Les activités dont on parlait ont été sporadiquement, mais régulièrement organisées et réorganisées. À chaque fois, on repart à zéro. À chaque fois qu'on veut organiser quelque chose sur la Loire en termes, je dirais, de festivités ou d'activités, on est obligé, quand on veut atteindre une certaine dimension, on est obligé donc de repartir à zéro en termes d'infrastructure, d'autorisation administrative, d'assurance. À chaque fois, il faut remonter patte blanche. À chaque fois, il faut rejouer. Et à chaque fois, il y a, puisqu'on intéresse quand même, la navigation, ça apporte, c'est attirant, ça inspire, comme je le disais tout à l'heure, et ça donne envie de voir. Donc, nos institutions sont souvent d'accord avec nos initiatives et les financent. Parfois, nous donnent un coup de main d'un point de vue médiatique, mais aussi d'un point de vue infrastructure. Pour les régates de Trente-Mous, il y a un ponton provisoire qui est installé tous les ans, je veux dire, à grands frais maintenant. Et alors que, vu les sommes dépensées, on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir des infrastructures pérennes. Les cales, effectivement, ne sont pas, entretenues. Elles ne sont pas vécues comme, effectivement, des
des éléments de navigation. Et on est bien obligé de constater toutes les associations qui sont présentes sur la Loire, hein, que ce soit le Centre Nautique, mais aussi Loire pour tous, les clubs d'aviron d'Indre et de Couéron, et puis la Cale de Lille notamment. Bien que nous n'avons les infrastructures de navigation, de petite navigation sur la Loire, ne sont pas reconnues, ne sont pas entretenues. Quelques nouveautés hein, à l'inventaire, effectivement, des pontons qui viennent d'être installés, mais qui dit ponton dirait normalement accessibilité, dirait éventuellement grutage, dirait un certain nombre de choses. Bon, c'est assez problématique, c'est assez lié aux initiatives qui se prennent, qui vont et qui viennent. Bon, le chantier de l'Esclin est encore vivant, tant mieux. Dire pour nous, c'est ce qui permet de faire un certain nombre de choses, mais on voit bien quand même que toutes les infrastructures de navigation, je dirais de plaisance ou de petite plaisance et de petite navigation populaire, ne sont pas entretenues. Et bon, l'exemple effectivement du quai Crouan, ça c'était... Bon, c'était vraiment désolant de voir ça, les sommes qui ont été investies dans ce quai et qui étaient totalement inutilisables pour la navigation. Alors donc nous, ça nous permet, en tant qu'association, déjà de pointer cette première chose, ce premier aspect. Les infrastructures ne sont pas entretenues, mais si les infrastructures ne sont pas entretenues, deuxième aspect, on a envie de vous poser la question, et on a déjà un début de réponse à l'instant, mais cette petite navigation, est-elle souhaitée ? C'était ma question suivante. Voilà, ben oui, c'est la question que nous, on a envie de poser aujourd'hui. Et est-elle souhaitée ? Pour qu'elle soit souhaitable, il faut peut-être dépasser effectivement les inquiétudes, parce que de fait, cette navigation sur la Loire fait se rencontrer des engins, des embarcations qui sont absolument pas de même nature, en termes de statut, en termes de pratique, en termes d'équipage. Le statut, je dirais, bon, pêche, commerce, mais plaisance, petite plaisance, toute petite plaisance. Et demain, pas de la plaisance, mais de la croisière fluviale qui s'annonce. La croisière fluviale qui s'annonce, oui, en plus, qui a un caractère commercial, donc ils trouveront bien des solutions très pérennes pour eux, je le souhaite, s'ils veulent que leur activité commerciale se pérennise. Mais pour nous, ces activités-là, elles vont continuer bon an, mal an à se développer, mais à chaque fois, on va se poser la question. Il faudra bien qu'on se rende compte, et je comprends parfaitement. Je suis ici pour dire que nous avons parfaitement conscience que lorsque des équipages se croisent, ces équipages ne sont pas du tout de même nature. Ce sont des équipages professionnels, ce sont des équipages amateurs, ce sont des équipages qui sont encadrés ou des équipages qui sont totalement, d'ailleurs, parfois l'équipage, un kayakiste tout seul sur son bateau, en solitaire, et qui, fait sa petite affaire. Et on comprend bien qu'il y a de l'inquiétude dans la rencontre entre ces deux mondes. Maintenant, qu'il y ait effectivement des décisions de prise pour hiérarchiser les autorisations de navigation en Loire, personne ne va le remettre en cause, je l'imagine, mais il faut-il encore que cette hiérarchisation, cette décision s'applique. On voit bien déjà que celle sur l'interdiction de la navigation ne s'applique pas, donc il va bien falloir qu'on en parle, qu'on se rencontre, qu'on essaie de lever les inquiétudes mutuelles pour arriver à ce que des décisions administratives soient prises d'une manière intéressante pour tout le monde. Et nous, ce qu'on souhaite, et je terminerai là-dessus, c'est que de ce débat sur la Loire sorte une rencontre. Oui, une rencontre des usagers de la Loire pour lever peut-être un certain nombre d'inquiétudes, notamment la Loire mangeuse d'enfants pour commencer, mais mangeuse de petits bateaux, et puis mettant en difficulté les différents protagonistes. Et je souhaite que, au nom des associations avec qui nous avons préparé ce débat, qu'une rencontre pérennisée se fasse entre les différents usagers, où on puisse se parler, dire nos difficultés, nos problèmes, la façon dont on pourrait se rencontrer, et voir comment on pourrait faire évoluer cette réglementation pour qu'elle devienne réelle, qu'on sorte d'une interdiction qui est bafouée en permanence, qui est l'état de droit en France. Voilà, je vous remercie. Donc je reprends au vol ta question, Émile. La navigation de plaisance de loisirs est-elle la bienvenue sur la Loire ? Donc je vais poser la question à la fois à Jean-Pierre Chalut, puisqu'il représente le Grand Port Maritime qui a quelque intérêt dans l'affaire, mais aussi Olivier Château pour la ville de Nantes, puisque ce débat est organisé par la Nantes Métropole et que demain, on espère qu'il va en sortir des réalisations. Donc Jean-Pierre Chalut, dans un premier temps ?
Peut-être avant de répondre à la question, peut-être d'indiquer qu'en termes de posture, hein, si on peut le dire ainsi du côté du port, je crois qu'on a un intérêt collectif à avoir une appropriation de la Loire pour tous, et qui soit, j'allais dire, la plus partagée. Peut-être un complément par rapport à ce qui était abordé, les manifestations d'importance qui ont été évoquées par mon voisin l'ont toutes été faites dans un cadre établi et autorisé, entre guillemets. Les petits schémas dont on parle, c'est les schémas plus anodins, mais qui peuvent se faire dans un cadre organisé, quand on est avec des écoles, avec des associations ou autres. Ce type de dialogue, on ne l'a jamais refusé. Donc, j'allais dire, le port, dans la limite de ses responsabilités, peut parfaitement s'engager dans cette démarche de dialogue, tout en précisant, j'allais dire, que le règlement particulier de police appartient à l'État. Je ne minimise pas nos responsabilités dans la façon dont on contribue à la rédaction et à l'élaboration de ce règlement, mais la décision revient au préfet. Après, un certain nombre de pratiques individuelles plus ou moins discutables, on les a constatées. Je m'est arrivé par moments, et j'en remercie les pilotes de m'avoir invité à faire quelques remontées de bateaux, en particulier de croisière, jusqu'à Nantes, où on a vu quelquefois des individus qui suivent dans le sillage avec des jet skis et qui font des manœuvres que je qualifierais d'assez hasardeuses, vu de ma paroisse. Et donc, je pense qu'on peut, dans un schéma dans lequel tous les acteurs sont responsables et travaillent ensemble à la sécurité d'un certain nombre de choses, puisque ce que l'on doit dans ces schémas-là, c'est la navigation des navires liés à notre activité. Et Patrice Vermeulen l'a dit tout à l'heure, il y a de l'économie derrière, il y a de l'emploi, etc. Et dans lequel on doit assurer à l'ensemble de la population, hein, j'allais dire, et de ceux à qui on rend des comptes, la navigation en totale sécurité. Alors, pour autant, on voit bien qu'avoir un règlement particulier de police qui interdit beaucoup de choses, ça ne le garantit pas, puisqu'il y a quand même des comportements individuels qui sont j'allais dire, complètement discutables. Donc, rentrer dans ce schéma de discuter, organiser, on l'a fait, ça a toujours été fait au coup par coup, et je crois que ce qui a été évoqué, c'est la déperdition d'énergie pour tous, puisqu'il faut recommencer à chaque fois, mais c'est valable pour les associations, c'est valable pour le port, c'est valable pour les acteurs de l'État, c'est valable pour l'ensemble des parties prenantes, les collectivités locales, qui discutent à chaque fois d'un problème. Si on a un cadre un peu plus large, organisé, structuré, dans lequel on a défini les rôles, les objectifs de chacun, et moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ce genre de schéma, et dans lequel on est capable de garantir à nos clients, à l'ensemble j'allais dire, de ceux qui accompagnent le trafic portuaire, hein, les pilotes, les lamaneurs, les remorquages, etc., que tout le monde va faire son métier dans des conditions qui sont normées et standards et dans de bonnes conditions. Discutons. Aucune difficulté par rapport à ces schémas-là. Et si demain, il y avait effectivement un développement de la plaisance et de la navigation de loisirs sur la zone, on va dire, nantaise, c'est-à-dire à la pointe des Antilles, la fameuse zone d'évitage, chère à nos amis pilotes. Chère au Grand Port Maritime. Au Grand Port Maritime. Moi, je parle des pilotes parce que je les aime bien, les pilotes. Les pilotes, d'accord, aussi, normal, mais je pense que c'est une zone d'importance qui est majeure pour l'économie de Cheviré et de Roche-Maurice en particulier, quoi. C'est donc une zone qui doit rester zone d'évitage de manière intangible. Ah bah oui, effectivement, on a besoin de cette zone d'évitage, ou alors ça veut dire que collectivement, on a renoncé à l'exercice de certaines activités économiques. Bon, j'en reviens à la navigation de loisirs. Sur le bras de la Madeleine et sur le bras de Pierre-Mille, sur le quai des Antilles et sur le quai Wilson, est-ce qu'on peut imaginer que se développent des activités de plaisance demain, sachant que vous avez dit dans un article que j'ai bien lu du journal Ouest-France il y a déjà quelques mois, que pour vous, l'île de Nantes ne pouvait pas être uniquement une zone de logement. J'ai cru comprendre que vous sous-entendiez que ça devait rester de l'activité, qu'il devait y rester de l'activité économique, commerciale, et que vous, Grand Port Maritime, vous étiez intéressé par cette activité. Alors, effectivement, alors, peut-être pour préciser que sur l'île de Nantes, nous disposons de foncier, et ce sur quoi nous débattons aujourd'hui avec Nantes et Nantes Métropole sur ces aspects-là, c'est qu'on défend la possibilité de pouvoir exercer de l'activité fluviale
sur la métropole de Nantes-Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des possibilités qui sont identifiées d'exercer cette activité. Ce que l'on considère, parce que vous l'avez dit dans votre présentation, c'est que vous dites qu'il y a des zones qui ne sont pas entretenues, des quais qui ne sont pas entretenus, etc. On entretient nos installations, mais j'allais dire c'est valable pour tous, y compris chacun chez soi, que nos installations sont entretenues avec un objectif, c'est-à-dire un usage qui est rempli. Quand il n'y a pas d'usage, effectivement, le schéma d'entretien est plutôt réduit à sa portion congrue. Par contre, quand il y a un usage, et on considère qu'il y a aujourd'hui, notamment sur l'île de Nantes, mais ailleurs, une possibilité d'organiser des dessertes fluviales ou d'autres types d'activités multi-usages qui pourraient convenir à d'autres types d'installations. Ce que l'on sait majoritairement, c'est que si on veut aménager des choses, que ce soit sur le bras de la Madeleine, Pierre-Mille ou un peu plus en aval sur la Loire, il y a besoin, compte tenu de la nature des berges, des limons, etc. et autres, d'installations qui nous éloignent des berges pour permettre l'accostage dans un certain nombre de... C'est pas très simple d'accoster en Loire. Donc il y a... là, c'est physique, j'allais dire. On a besoin d'installations qui nous permettent d'assurer ce type de disposition. On peut les mutualiser sur un certain nombre d'éléments. J'allais dire, pourquoi pas. Il y a des choses d'ailleurs qui sont faites par la ville de Nantes et ces structures, TOC comme NGE par exemple, qui permettent d'avoir des choses qui se font, mais pourquoi ne pas en avoir d'autres qui permettent de faire de l'activité fluviale. Et sur l'île de Nantes, c'est effectivement une des options dans lesquelles on dit, au moment où la collectivité va décider de la façon dont ces espaces seront aménagés, attention à préserver l'avenir. Il y a des choses qui se décident maintenant, dont on verra des effets dans 5 ans, dans 10 ans ou plus, mais préservons la capacité à faire des choses. Alors, le fluvial, quelques mots, peut-être pour en dire 2 mots, c'est pas l'objet de la table ronde de ce soir, mais c'est aussi pour un objectif d'enlever un certain nombre de circulations de poids lourds entre Nantes et Saint-Nazaire, par exemple, de proposer qu'il y ait, quand il y a des opérations de démolition, notamment au travers de l'opération du CHU, que l'évacuation des déchets se fasse par la voie fluviale et maritime. Donc de permettre, j'allais dire, d'améliorer l'empreinte environnementale des différents projets, qu'ils soient les nôtres ou ceux portés par d'autres maîtres d'ouvrage. Donc c'est un peu ça le schéma. On dit préservons notre capacité collective. Donc on est un port qui est bien dans sa métropole. On est un port dans la métropole de Nantes-Saint-Nazaire. L'ensemble de notre territoire est dans la métropole de Nantes-Saint-Nazaire. Donc on dit on est là, on est avec la métropole aux côtés, et puis à l'écoute des projets, et puis également en force de proposition sur un certain nombre d'aspects. Mais je pense que Nantes et ses habitants ont intérêt à vivre avec la Loire, parce que ça ne me satisfait pas forcément qu'il n'y ait pas suffisamment de navigation sur la Loire, quelle qu'elle soit. Alors après, il faut de la navigation organisée. C'est un peu ça le défi qui nous attend sans doute. Et à propos d'organisation, avant de céder la parole à Olivier Château, où est-ce que vous allez mettre les croisières fluviales de Croisière Europe ? Il y a une partie de la réponse qui appartient à NGE. Ah, c'est NGE qui est concerné. Et puis il y a une autre partie de la réponse, mais là on sort du périmètre nantais, où aujourd'hui on discute avec Croisière Europe, pour ne pas les citer, pour les accueillir dans les bassins de Saint-Nazaire, puisqu'il y a plusieurs escales qui sont mentionnées sur la partie nantaise. Peut-être que c'est mon collègue qui peut amener la réponse. Juste élément de réponse. C'est Croisière Maritime, Thierry Duflo, NGE, bonsoir. Donc pour apporter quelques réponses, des éléments de réponse, ces croisières maritimes pourront escaler à la fois, partons sur le ponton des Chantiers, mais je rappelle à tout le monde que le ponton des Chantiers s'envase régulièrement, inexorablement. En revanche, le ponton Bellem, lui, bénéficie d'un dévasement naturel, puisqu'on est sur une courbe de la Loire. Et donc, il y aura des escales sur le ponton Bellem, infrastructure rendue possible grâce à la métropole, et non pas grâce à NGE. C'était gentil tout à l'heure, mais quand même, c'est la métropole et la ville de Nantes. J'ai dit, voilà. C'est la responsabilité des élus, quand même. J'ai pris mes précautions. Donc, j'insiste bien, c'est Nantes Métropole qui a financé ce ponton, et c'est grâce à Nantes Métropole qu'on peut escaler toujours à Nantes, et que Nantes reste un port. Parce que sans le ponton Bellem, Nantes ne serait plus un port. Donc c'est là que ces navires de croisière vont atterrir. D'accord, ça veut dire qu'il y aura d'autant moins de place pour les bateaux de plaisance.
Non, pas du tout. C'est une question de gestion, ça. Et on sait le faire, on sait organiser de manière à ce que tout le monde puisse trouver une place. Olivier Château, alors est-ce que la plaisance est la bienvenue dans le port de Nantes? J'ai envie de dire oui tout de suite. Et ce Bon, qu'on ça nous voit dans rassure. le débat qu'on a ce soir, d'abord l'intérêt effectivement de notre discussion, et on le voit dans les premiers échanges qu'on vient d'avoir, c'est qu'on part des loisirs nautiques et puis on est tout de suite sur la question du fluvial, sur la question voilà, de la conciliation des usages. C'est le cœur même du débat, du grand débat sur la Loire qu'on a voulu mettre en place. Voilà, c'est la volonté qu'a exprimée Johanna Roland et puis qui a été mise en œuvre tout de suite dès le début du mandat municipal, parce que ça a été un engagement extrêmement fort sur comment la Loire, qui est apparue dans beaucoup de questionnements qu'on faisait aux Nantais, et ça revenait toujours, c'est l'attachement et le lien à la Loire. Et vous disiez tout à l'heure, à l'instant, comment faire vivre la Loire et vivre la Loire. C'est vrai que c'est la question qu'on a voulu poser et qu'on pose aujourd'hui sur un débat qui va durer là, alors qui paraît court, mais c'est vrai qu'on a plusieurs mois là de débats, d'échanges, et la réunion de ce soir en est une partie, même si j'ai bien noté les propos de Philippe Audic sur le fait que ça soit off aujourd'hui. Complètement off. Mais je crois que c'est partie intégrante de ce grand débat sur la Loire, c'est-à-dire comment aujourd'hui on réfléchit sur la conciliation des différents usages, les différentes envies d'un certain nombre d'acteurs associatifs, économiques, les questions du développement touristique, la question des loisirs, la question de l'emploi. Enfin, toutes ces questions-là, on les retrouve et elles tournent à Nantes autour de la Loire, des aménagements urbains, parce que évidemment, on ne peut pas penser l'aménagement de Nantes, notamment du cœur de ville, sans penser au rapport avec la Loire. Donc toutes ces questions, elles sont posées sur la table au cours de ce grand débat sur la Loire. Et évidemment, les activités nautiques en font partie. C'est comment aujourd'hui on entend tous les acteurs, et nombreux sont là ce soir, sur leurs besoins, leurs envies, sur les possibilités justement de navigation sur la Loire, d'où les questions qui sont aussi posées sur la dangerosité, sur comment on peut à la fois concilier une activité économique, le développement par exemple des croisières, et continuer à avoir un usage sur une plus petite navigation. Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que ça ne l'est pas? Enfin, c'est des questions que évidemment on se pose au niveau des collectivités et qu'on a envie évidemment de poser à l'ensemble des acteurs au cours du débat. Donc évidemment, moi aujourd'hui, au stade où on en est dans les réflexions et dans le débat, on n'a pas d'annonce à faire en tant que telle, en tant que collectivité, puisqu'on est vraiment dans une phase aujourd'hui d'écoute des différents acteurs. C'est un point important, c'est-à-dire que l'idée de départ, elle était que chacun puisse s'exprimer le plus largement possible. Donc on met en place un certain nombre d'outils, c'est-à-dire c'est les auditions, il y en a déjà eu un certain nombre, notamment sur la partie des usages. Et demain, il y en aura une avec Jean-Pierre Chalut, si mes souvenirs sont bons. Dans le IN, cette fois, oui. Dans le IN, demain soir, à Nantes Métropole. Et on a comme ça, avec les auditions, avec les séminaires d'acteurs, avec les possibilités de contribuer avec les cahiers d'acteurs, tous les moyens possibles pour que chacun puisse s'exprimer. Alors ça va du citoyen qui veut donner son avis sur la possibilité d'accès à la Loire, sur la possibilité d'avoir des activités nautiques, ça va évidemment sur tous les experts et les associations, et puis c'est aussi, j'ai des exemples en tête récents, et puis j'ai vu un enseignant là-bas, une des classes qui s'investissent et qui ont travaillé sur le sujet. Alors je ne suis pas sûr que toutes les propositions rentraient effectivement dans les autorisations possibles des activités sur la Loire, ils étaient très imaginatifs, c'était des enfants de CE1, CE2, mais on voit qu'il y a un vrai intérêt sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la Loire, comment elle s'inscrit dans les activités, dans le cœur de la ville. Alors après, sur le développement des activités nautiques, évidemment, ça en fait partie, c'est au cœur de la réflexion qu'on peut avoir au niveau des collectivités. Le soutien, il existe déjà alors, par plusieurs biais, à la fois à travers un certain nombre d'équipements, on rappelait tout de suite le ponton Bélem, c'est à travers le soutien aux associations, aux acteurs associatifs, à travers un certain nombre de projets comme la rénovation, comme le soutien aux bateaux du patrimoine. Donc ça c'est vrai, c'est aussi une politique importante que la ville veut continuer à mettre en œuvre. C'est le soutien aux activités nautiques par le biais des clubs sportifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ces activités elles ont plutôt lieu sur l'Erdre que sur la Loire, mais
cette réflexion aussi, elle peut avoir lieu. On sait que ça suppose sûrement d'autres types d'équipements pour pouvoir développer une activité sportive, nautique et les clubs sur la Loire. On pourra avoir un échange là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut évidemment se poser. Mais si la question, elle est, est-ce qu'il y a une volonté à la fois d'avancer, de réfléchir et de soutenir l'activité nautique? Oui, la réponse est oui. Mais alors derrière cette question, excusez-moi, je suis un peu vicieux là, mais il y a des gens qui disent ah, c'est bien gentil, il y a un grand débat qui est lancé, mais on sait comment ça se passe d'habitude, tout est bouclé par derrière. Aujourd'hui, il n'y a rien de définitif. Non, l'idée vraiment du débat, et alors effectivement, peut-être que par le passé, on a des mauvaises expériences, j'en sais rien, mais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, on ouvre le débat le plus largement possible, et tout est transparent, puisque à la fois, il y a une commission indépendante, et on a un membre éminent qui nous en a parlé tout à l'heure, qui garantit justement la transparence. Deux membres éminents, parce que j'ai pas repéré la tout le monde coprésidente encore. est là aussi. Je ne l'ai pas encore aperçu. Martine Stabler. Que je salue. Et donc, qui justement garantissent le bon déroulement du débat et de la transparence et son bon fonctionnement. Et l'idée vraiment, c'est que tout soit ouvert, toutes les contributions des uns et des autres soient ouvertes. Et évidemment, on n'a pas en tête, nous, les conclusions du débat avant le déroulement du débat. Donc le débat, il est là pour alimenter la réflexion, pour construire les politiques à venir. Et c'est pas un habillage ou quelque chose d'un peu artificiel. Sinon, d'abord, on n'y consacrerait pas autant de moyens, on n'y consacrerait pas autant de temps si c'était juste singer un peu de concertation et puis en fait mettre en œuvre ce qu'on aurait décidé depuis des semaines. Donc c'est pas le cas, c'est vraiment le moyen d'alimenter la réflexion et de faire participer le plus largement possible les acteurs de la Loire et les habitants. Donc la démarche, à nous de le démontrer aussi, mais la démarche elle est évidemment sincère et transparente. On le montre, je l'espère, au cours du débat. Alors, dans un des... Excusez-moi d'insister sur le débat, mais on est quand même au cœur de celui-ci. Le 4e volet, je crois, va être consacré au franchissement. 3e, pardon, excusez-moi. Il y en a 4 quand même. J'avais bien lu. Donc le 3e sera consacré au franchissement. Aujourd'hui, on a parlé de la zone des gitages tout à l'heure. On voit bien... l'impossibilité, enfin du point de vue des navigants, l'impossibilité qu'il y aurait à avoir un franchissement aérien en aval de l'île de Nantes. Même ça n'est pas... Alors, il y a eu des projets qui ont été lancés, si je m'en souviens bien, qui parlaient plutôt d'un tunnel et du doublement, de l'élargissement du pont de Bretagne, donc qui ne toucherait pas à la navigation, aux conditions de navigation. Mais même là-dessus, il n'y a pas des choses qui sont un peu verrouillées aujourd'hui ou... Non, si ça l'était totalement, on ne mettrait pas ce thème au débat. L'idée, c'est que à la fois, on entende les points de vue. Alors, du coup, l'intérêt, c'est d'entendre les points de vue contraires. C'est-à-dire que si effectivement, il y a des oppositions à la question, enfin, sur un certain nombre de propositions de franchissement, c'est le moment de les exprimer et qu'on les entende et que ça soit partagé. Enfin, l'idée, c'est là, c'est de partager un certain nombre de points de vue, de les confronter. C'est l'intérêt aussi de la démarche. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas d'entendre qu'un seul son de cloche et qu'un seul point de vue. C'est que, justement, les différents avis se confrontent. Alors voilà, c'est aussi, pour certains, qui vont être contre un certain nombre de propositions de type de franchissement pour dire voilà, ça peut être contraire à nos possibilités de continuer à développer les activités nautiques, on s'y oppose pour ça. Voilà. Après, la responsabilité des élus, ça sera de trancher et de peser justement entre les arguments des uns et les arguments des autres et de peser aussi donc, la faisabilité, le coût et les capacités des collectivités à porter ces projets. Donc il y a tout ça qui sera sur la table. Mais évidemment, aujourd'hui, je trouve que l'intérêt, c'est que aussi cette question-là, elle soit reposée. Je trouve qu'il n'y aurait rien de pire que aujourd'hui de fermer forcément la question et de dire la question des franchissements, on ne l'aborde pas quand on parle de la Loire. Je crois que ça serait une erreur. C'est-à-dire qu'il faut effectivement le mettre au débat et ça fait partie, et pas en faire qu'une partie. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être exclu de ce débat. Ça ne pouvait pas être un point à part
On aurait débattu de tout dans le grand débat sur la Loire, sauf des franchissements. Enfin, ça n'aurait pas été cohérent. Donc, il fallait que ça soit dedans. Et ça fait partie d'un des 4 thèmes qui va être abordé. Et je ne doute pas que les points de vue sauront s'exprimer à cette occasion-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'autant plus qu'on entend pas mal de rumeurs qui circulent. La dernière que j'ai entendue, pas plus tard qu'au moment des vœux de Mme Johanna Roland, c'était de dire qu'il était prévu, d'ores et déjà, un franchissement ferroviaire entre la pointe de l'île de Nantes et le Bas-Chantenay. Voilà. Un franchissement ferroviaire et routier, j'entends. Avec l'idée de regagner depuis les lignes de la gare de Chantenay, enfin de Chantenay, la zone SNCF qui se trouve derrière la pointe des Antilles. Alors, je ne crois pas que Johanna Roland ait annoncé ça. Non, je n'ai pas dit que c'était Johanna Roland qui l'avait annoncé. Parce que ou alors je me suis endormi pendant un moment. C'est des rumeurs que j'ai entendues à cette occasion-là. Okay, d'accord, non, il ne faut pas se fier à toutes les rumeurs. Bon. Alors, c'est même pas nécessaire de parler des loisirs nautiques. Vous pouvez ranger le sujet. Là, ça ne bloquerait que le bras de la Madeleine. Mais bon. Thierry Du... La solidaire du chocolat, où est-ce qu'elle s'installe? Le queue, oui. Enfin, il reste toute la zone d'évitage. Thierry Duflot, je reviens vers vous. Quelles sont les tendances aujourd'hui de la fréquentation des ports de plaisance de la métropole? Est-ce qu'on a une idée? Je suppose que vous tenez des statistiques précises. Alors, notamment depuis la création du ponton Bélem, parce que c'est vrai que... Alors, je vais distinguer la Loire de l'Erdre. On a une activité sur l'Erdre qui est, on va dire, stagnante en termes d'activité de rotation. En termes d'occupation, par contre, on est, comme on dit en anglais, full up. Côté Loire, on avait fait un pari quand même sur le ponton Bélem. On avait beaucoup d'usagers qui nous disaient il manque quelque chose à Nantes, ce ponton est important. On en était persuadés, nous, à NGE, mais on prenait un risque, on faisait prendre un risque à la métropole en construisant ce ponton, en dehors de l'amélioration des conditions d'accès du Bélem, qui, comme tu le disais tout à l'heure, revient maintenant beaucoup plus fréquemment à Nantes. C'est un pari qu'on est en train de gagner. Alors, pas un pari gagné économiquement, parce qu'un ponton, ça coûte très cher. Et pour le moment, les escales sur le ponton ne permettent pas d'amortir le ponton, ça c'est clair. En revanche, on a une bonne croissance de la fréquentation qui montre que ce ponton est utile. Donc ce ponton, il est utile, il est complémentaire au ponton des chantiers. Il est complémentaire aussi à Trente-Mous. Il est utile pour les gens qui sortent des chantiers de Desclin. Il est utile pour beaucoup de monde, y compris pour la Marine nationale qui, je vous le rappelle, ne paye pas. C'est comme ça. C'est le droit de port. Voilà. La Marine nationale aime bien venir à Nantes et aime bien venir sur le ponton Bélem. Je rappelle aussi que la ville de Nantes est ville marraine. Oui, tout à fait. Oui. Ville marraine de Chevalier Paul. Donc... Sans organiser ce parrainage. Non, mais j'étais dans une approche purement commerciale, pardonnez-moi. Pas... Tout à fait. Puis la Marine nationale, c'est la Marine du Nantais. Oui. Je contribue à la venue du navire sur Nantes, à ma façon. Donc pour répondre à ta question, oui, on a une activité et sur l'Erdre et sur la Loire. Sur la Loire, je ne sais pas si elle est en croissance, en tout cas. On voit du monde sur les pontons et on a des usagers qui sont satisfaits des installations. Après, juste un petit point, il y a éventuellement des choses relativement simples pour remettre... Une fois que les usages auront été débattus, une fois que les décisions auront été prises, il y a quelques petites mesures qui ne demandent pas forcément énormément d'argent. Je pense à la remise en état des cales au chantier, ça demande des éléments de sécurité, ça demande un règlement d'usage. Ça, ce sont des petites choses qui ne coûtent pas nécessairement très cher. Dans un cadre, je le rappelle, extrêmement contraint des collectivités locales. Je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais on peut avoir des petites actions comme ça qui remettent en usage des infrastructures et qui permettent des usages de plaisance. Voilà. Alors, il appartiendra bien évidemment au débat de dire si c'est utile, pas utile, intelligent ou pas intelligent. Mais il y a une somme de petites choses comme ça peut-être à faire.
Ok. Avant de donner la parole à la salle, je me tourne vers Yves Gillet. Et là, je vais faire appel à son expertise technique, parce que, alors avec les 2 casquettes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais vous avez 2 sociétés, SCE et Créocéan, qui réalisent des études pour le compte des collectivités. Comment vous voyez-vous, d'un point de vue technique, le développement de la navigation de loisirs à Nantes ? Alors, effectivement, en règle générale, on répond à une commande de la puissance publique. On a eu l'occasion, d'ailleurs, grâce à NGE, de pouvoir assurer la maîtrise d'œuvre du ponton Bélem. Et on a aussi, au sein de nos équipes, des compétences complémentaires, à la fois en économie de la plaisance, mais aussi en définition d'infrastructures et également en aménagement urbain. Et moi, j'aurais tendance à me situer, je dirais, dans le cadre de surtout ne pas rater les occasions lorsqu'on a l'opportunité d'avoir une approche globale sur un aménagement urbain. Donc, il y a eu quelques critiques de fait sur certains développements aux premières phases, je dirais, de l'île de Nantes. L'île de Nantes, c'est pas encore complètement terminé, donc il y a encore un certain nombre d'opportunités. Et puis il y a une réflexion. C'était même avant le lancement du projet Île de Nantes. Et donc il y a actuellement donc un nouveau projet qui est en cours d'étude sur le secteur du Bas-Chantenay. Donc je pense que là aussi il y a un certain nombre de potentialités. Et moi j'encourage justement à une réflexion qui prenne en compte l'ensemble des éléments. On a parlé de filière nautique. Nous, il y a quelques années déjà, 7-8 ans, on a eu l'occasion de faire une petite étude pour Nantes Métropole où on notait qu'il y avait une centaine d'acteurs nautiques qui étaient très dispersés, notamment sur le périph', etc. Et qui peut avoir un intérêt à redonner une visibilité, d'avoir une taille critique en les repositionnant peut-être ensemble. Et pourquoi pas compléter également les infrastructures déjà disponibles par un nouveau bassin modulaire. Est-ce qu'au moins en envisager l'opportunité, la faisabilité. D'un point de vue technique et technologique aussi, les choses ont évolué. On sait faire aujourd'hui des bassins qui ne subissent plus l'envasement et pas comme à Trente-Mous. Il y a des choses qui sont possibles. Le bassin Chemetov était sûrement difficile à mettre en œuvre, notamment au niveau de son coût. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui. Je dirais qu'il faut pouvoir réfléchir avec les données du moment et également quand on se projette. Je crois pas seulement repartir de la demande exprimée, mais aussi de celle qui est potentielle et qui peut être générée. Avoir un nouveau bassin modulaire, par exemple, dans le Bas-Chantenay, ça peut être le moment de l'expression à la fois de boat show, de pouvoir faire des essais de bateaux. Il y a des opérateurs qui peuvent être intéressés pour venir vers la clientèle. Aujourd'hui, on ne peut même pas l'imaginer puisqu'on n'a pas les conditions d'accueil. Demain, ça peut être le cas. Si autour, on a une filière nautique plus structurée, ça donne une visibilité. Ça peut également être valorisé lorsqu'on vient à de l'événementiel. On en dira 2 mots peut-être quand on veut accueillir un certain nombre de bateaux, peut-être importants. Il y a aussi des bateaux accompagnants, etc. Et là, on se trouve à un engorgement rapidement. Donc, on ne fait pas évidemment un bassin pour être utilisé tous les 3 ans ou tous les 2 ans. Mais ça contribue aussi à une image et à donner des infrastructures qui vont être des infrastructures utilisées toute l'année, à la fois en termes de complément de port d'escale, ou pour l'hivernage, on a un certain nombre de plaisanciers nantais qui ont, notamment dans le Morbihan, un certain nombre de bateaux qu'ils souhaiteraient hiverner dans de meilleures conditions. Et si à côté on a une offre de services, on peut créer et redévelopper une filière. Je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale à conduire en associant les différents types de besoins et en profitant de l'opportunité de projection où on est souvent à 5, 10, 15 ans. Quoi. Donc je dirais que c'est maintenant l'opportunité de ce débat peut-être de rêver un peu et de se projeter un peu plus loin. Après, c'est peut-être pas un lancement d'une opération dans les 3 ans ou dans le mandat, mais au moins profitons de cette occasion. Quand vous parlez d'un bassin modulable, vous pensez à quoi ? Un certain projet développé par Damien Grimont avec lequel vous travaillez? Ça peut être ça, il y en a d'autres. Il se trouve que c'est un projet, oui, alors je ne vais pas faire la pub parce qu'on y participe en plus, mais je dirais que c'est cette idée de travailler à partir de parois moulées et d'essayer justement de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, dont les contraintes d'avasement, ont été conduites en termes de recherche et d'innovation avec des financements de l'État, des financements de la région, en mobilisant des
centres de recherche, en mobilisant l'école centrale, en mobilisant nos entreprises. Et aujourd'hui, effectivement, on est en capacité de lancer des opérations, et on a des projets d'ailleurs dans le sud de la France. Ce serait dommage, je dirais, ayant un saut technologique maintenant qui a été porté, ce serait dommage au moins de ne pas le mettre en débat et de ne pas se dire ce qui n'était pas faisable en fonction de certaines caractéristiques physiques et financières. Aujourd'hui, on s'affranchit d'un certain nombre de contraintes, ça peut permettre de... Peut-être pas, peut-être que c'est pas la priorité, peut-être, etc. Mais ça vaut au moins le coup d'y regarder, quoi. Surtout lorsque ça correspond, comme je disais, à un besoin avéré. Je profite que vous ayez le micro pour passer sur l'autre casquette. Il y a la Solidaire du chocolat qui a voté en touche pour le moment, puisque ça devait avoir lieu en 2014 ou 2015, oui. Voilà. Et puis, mais vous avez d'autres projets, je crois. Oui. Donc effectivement, nous avions fait la première édition en 2009. En 2009, donc c'était des classes 40. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, donc c'était Saint-Nazaire Progresso au Mexique, avec une animation, une remontée de la Loire et une descente avec le Belém en tête. Et on avait 24 bateaux, avec des mouillages dans le bras de la Madeleine qu'on avait mis en œuvre provisoirement donc avec le chantier de l'Esclin pour un certain nombre de bateaux, puis la valorisation des pontons existants. Donc c'était quand même très compliqué en termes de sécurité aussi. La deuxième édition 2012, donc là déjà un contexte économique difficile, on n'avait plus que 12 bateaux et on n'a pas voulu en 2014-2015 se dire si on n'a pas suffisamment de bateaux, on y va quand même parce que il y a un côté au-delà de la course, il y avait aussi tout le volet solidaire qui pour nous est très important, et donc il faut aussi que ce soit attractif pour les populations, mais surtout attractif financièrement et qu'on puisse redistribuer aux associations. Donc on a mis un petit peu en stand-by. On a fait au moment du record SNSM à Saint-Nazaire la qualif solidaire par contre au mois de juin 2014. Et Damien, donc le complice, donc Damien Grimont, complice dans ces opérations, a eu une nouvelle idée. Donc, vous savez que les Américains ont débarqué en 1917 donc à Saint-Nazaire et Brest, 200 000 hommes, et en 2017 sera célébré le centenaire donc de ce débarquement. Donc, il y a eu un appel à projet de l'État dans ce contexte-là, et Damien a eu l'idée, puisque c'est parti de lui, de dire on pourrait peut-être à cette occasion faire revenir le Queen Mary 2 à Saint-Nazaire et tenter une course du Queen Mary 2 contre la classe des Ultimes. Donc les Ultimes, c'est le Banque Populaire qu'on a vu, donc ce sont des bateaux d'une trentaine de mètres en général, c'est le Sodebo, c'est Massif, etc. Et se dire, il y a à la fois cet événement, mais c'est aussi l'arrivée du jazz en Europe. Donc vous savez que pour la deuxième édition de la Solidaire, on avait aussi tout un volet jazz. Donc on peut-être faire venir un certain nombre de jazzmen américains. Et puis, c'est aussi l'arrivée du basket en Europe. Et comme on a des connexions possibles avec Tony Parker, avec un certain nombre de joueurs de basket, se dire on pourrait faire États-Unis-France, quelque chose. Voilà. Donc, avoir un triptyque autour de ça. C'est-à-dire un match de basket sur un ultime, c'est ça, non ? Pourquoi pas ? Donc, on s'est rapproché, comme on le fait habituellement, déjà des collectivités, et notamment de la région des Pays de la Loire, puisque c'est eux qui nous avaient soutenus en premier lieu, avec le Conseil général de Loire-Atlantique, qui nous ont montré un vif intérêt tout de suite. Et donc, on s'est dit, il va falloir, par contre, actionner un certain nombre de leviers, parce que le Queen Mary 2, c'est la Cunard. Nous, la Cunard, on ne connaît pas très bien. On veut aussi, c'est quand même on se remémore, je dirais, un fait de guerre. Donc, on aura forcément la marine nationale. Nous, on n'est pas non plus en prise directe avec la marine nationale. Et donc, on a structuré une petite équipe donc, qui constitue l'association maintenant, dont le président est Patrick Boissier, donc ex-président des chantiers, ex-président des CNS, et qui, au niveau de la Cunard, a bien sûr ses contacts. Francis Valla, donc, qui était président du cluster maritime français et qui est président maintenant du cluster maritime européen. Donc lui, avec la marine nationale et avec un certain nombre d'autorités, il a aussi bien les connexions.
Donc moi, j'ai un certain nombre de connexions avec les collectivités locales, donc c'est un petit peu ma mission, et puis je suis le complice de Damien, et puis Jean-Marie Biette, qui représente Ouest France, puisque Ouest France nous supporte complètement dans cette idée. Donc, l'idée, c'est au mois de juin 2017, donc, de faire un Saint-Nazaire, Southampton, New York, donc sur une base moyenne à peu près de 24 nœuds, en compétition, classe ultime contre le Coup de Mairie 2. Au-delà de ça, on s'est dit, mais bon, Saint-Nazaire a dit oui. Maintenant, Saint-Nazaire aura aussi d'autres festivités pour cette commémoration. Et pourquoi pas faire monter les ultimes à Nantes. Ça aurait de la gueule. Et on avait vu déjà qu'avec des classes 40, on avait mobilisé pas mal de monde. Hein, ça avait intéressé. Et en plus, il y a un projet de la classe ultime, en fait, de créer un tour du monde, donc en solitaire, en 2018 ou 2019. Donc nous, on sera dans la préfiguration de ce tour du monde. C'est un peu l'équivalent du Vendée Globe, mais en ultime. Et si Nantes-Saint-Nazaire se positionne, il peut y avoir une visibilité particulièrement intéressante. Donc on est en train de monter ce projet. On a déjà de très bonnes touches au niveau de partenaires privés. Bon, Thierry Duflot l'a dit, au niveau des investissements, les collectivités sont dans des contextes budgétaires difficiles. C'est vrai aussi sur l'accompagnement d'événementiel. Donc on sait qu'il faut être raisonnable et réaliste. Donc l'idée aussi d'aller mobiliser des entreprises privées qui pourraient nous suivre dans ce projet. Donc aujourd'hui, je dirais que les feux sont quand même relativement ouverts, puisqu'on a un accord formel avec un engagement déjà de 3 bateaux de la classe ultime. On a un accord de principe de la Cunard, un accord de principe aussi de certaines collectivités, accord aussi de partenaires privés. Donc ça va bon train. Je dirais on a fait une première annonce lors des assises maritimes de la tenue de l'engagement de cet événement. Donc si on fait effectivement The Bridge, puisque c'est le nom, je doute qu'il y aura de la place aussi pour la solidaire du chocolat en 2016. Faire 2016-2017, ça risque de faire beaucoup. Parce qu'on va ressolliciter un petit peu les mêmes... Mais est-ce qu'il restera de la place pour les voiles avirons du CNSL pour l'éducation populaire, oui, sur les bateaux? Oui, non, mais là, après, nous, alors, vraiment profondément, notre démarche dans ces projets, c'est de co-construire nos projets. Et je pense que, je dirais que les deux premières éditions parlent pour nous. On a beaucoup co-construit, notamment avec la région, puisque la région, ensuite, on a fait un axe de développement économique international sur le Yucatan notamment, mais aussi avec le Conseil général. Je vois Serge Rafalen, on s'est beaucoup impliqué avec le SNO. Également, le siège de la solidaire du chocolat est au SNO. Donc, évidemment, c'est de faire avec les gens, avec les conditions, évidemment, de sécurité, etc., qui vont bien. Mais nous, on est juste des passeurs. Voilà, moi, je fais ça aussi à titre bénévole. C'est une asso. Bon, voilà de belles perspectives, mais qui n'iront pas bien si on ne tient pas compte aussi du tissu social et associatif sur les bords de Loire. Des questions dans la salle, c'est le moment. Alors voilà, plein de mains qui se lèvent. La première, c'était monsieur ici au 3e rang. Je crois qu'il est président du CNSL. Co-président. Bonjour, donc je suis coprésident du Centre nautique Sèvres-et-Loire. Je trouve que l'échange qu'on a ce soir, il est très intéressant, avec des personnes qui sont en position de décideurs, pas aujourd'hui, mais à terme, dans un échange qui est positif. Et donc je souhaite en profiter pour dire que pour ce qui nous intéresse, nous, la petite plaisance, et je dirais au cours de l'année, tous les jours, pas simplement pour des événementiels où on pose des pontons qu'on enlèvera après à grands frais. Et ça ne concerne pas que le CNSL. Hein. On s'est déjà rencontré avec les clubs d'aviron, d'Indre, de Couéron. On souhaiterait Bougnay contre-courant, on souhaiterait rencontrer aussi Loire pour tous à Saint-Sébastien.
Je voudrais attirer l'attention quand même de Nantes Métropole, puisqu'à un moment donné, c'est Nantes Métropole qui prendra les décisions d'aménagement, que les aménagements dans les bords, les rives de Loire depuis, je dirais, les dernières décennies, ce n'est que des aménagements qui éloignent du fleuve. C'est-à-dire, on remblait les berges pour pouvoir faire des aménagements immobiliers, donc c'est toujours de plus en plus haut. On fait des aménagements de déambulation piétonne et de déambulation vélo. J'ai strictement rien contre, je suis même pour, j'en suis aussi un usager. Sauf que tous ces aménagements sont faits de façon qui coupe du fleuve pour les usagers navigants. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait une déambulation vélo ou piétonne, eh bien, s'il y avait une cale qui était là depuis un siècle ou deux, eh bien, on la coupe. On la coupe parce qu'on met des poteaux pour protéger la déambulation vélo et piétonne. Et s'il y a des usagers du fleuve qui veulent mettre des bateaux à l'eau, donc des bateaux relativement petits, puisqu'on vient avec des bateaux sur remorque, eh ben on ne peut plus les mettre à l'eau et on ne peut plus les sortir de l'eau. Et on parlait du Tour des îles qui existe toujours. Eh bien, au niveau du CNSL, on a fait un tour de l'île en 2014 avec des bateaux. Quand on fait un tour de l'île, on doit tenir compte des renverses de courant. Donc on avait prévu une pause le midi au niveau à peu près après Malakoff, donc au niveau d'une cale qui est une cale San Francisco. Et cette cale, elle est plus accessible elle est plus entretenue, elle est plus accessible par les bateaux parce qu'il y a eu une déambulation qui a été mise en place pour les vélos avec des poteaux. Donc on peut plus y accéder en bateau. Donc la demande, c'est qu'on tienne compte de ces besoins-là. Tout est conciliable. C'est simplement, faut avoir la vision globale pour pouvoir le concilier. Et c'est très très important. Donc nous, on se retrouve avec des cales qui sont bloquées en haut. Ça existe aussi, je parlais des exemples vélo, déambulation piétonne, mais on a plein d'exemples aussi de parkings qui ont été construits, par exemple, et où il n'y a plus d'accès pour des cales qui existaient là très très longtemps avant. Olivier Château, vous avez un mot à dire là-dessus ? Justement, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur effectivement la conciliation des usages. Donc là on est sur effectivement un certain nombre d'aménagements piétons, vélos. Il y a une forte demande, effectivement, vous le savez bien, sur la possibilité d'avoir cette facilité-là d'accès et de promenade au plus près, effectivement, au plus près de la Loire. Mais vous avez raison, il faut qu'on soit aussi attentif sur les autres types d'usagers. Alors, c'est pas forcément réaménager toutes les cales possibles, mais c'est avoir quand même cette attention-là pour que, notamment sur un certain nombre d'équipements, on l'évoquait tout à l'heure, où il n'y a pas toujours un investissement considérable à faire, mais voilà, y être attentif, oui, j'entends bien votre remarque, oui. C'est pas toutes les cales, il faudra faire des choix, mais c'est au des moins choix à avoir faire. des cales qui soient préservées. Oui, et conserver cette capacité de mise hors d'eau et en eau, quoi. On va prendre une autre question. Il y a deux mains qui se lèvent ici, là. Et à gauche aussi. Bonsoir, Françoise Brulport du Conseil de développement. En fait, plus qu'une question, ça serait d'évoquer avec vous ce soir, de façon très très nostalgique, 3 grands souvenirs nautiques qui me restent en mémoire sur la Loire. Tout simplement pour dire que naviguer sur la Loire, c'est possible, et même quand on est débutant. À savoir, à l'époque, la débutante, c'était moi, entre autres, tout juste arrivé au club au NAC, le Nantes Atlantique Canoë-Kayak, donc club de kayak, premier de l'Ouest et 3e de France, 12 disciplines de kayak confondues. Et les gens compétents, c'était les clubs qu'on a à notre disposition ici pour encadrer ces activités. Et notamment en termes de sécurité, puisque je vois Patrick, moi j'en étais restée à SNA, mais voilà, on a eu la chance à chaque fois d'être accompagné par des gens hyper compétents, puisque j'en ai fait l'expérience. Alors mon premier souvenir, c'était que quand on a ouvert notre magasin ProShip au Quai des Antilles, nous avions décidé de faire venir le Père Noël par la Loire, et nous avions à cette époque-là, en décembre, fait appel à tous les clubs de Nantes
Bon, c'était peut-être pas la bonne période. Certains avaient déjà rangé leur bateau, mais je pense que peut-être Émile Robert devra se souvenir de ce, parce que le club, le CNSL était là, et heureusement, et avec des kayakistes de notre club qui avaient même été jusqu'à décorer leur kayak avec des cornes pour faire les reines du Père Noël. Donc ça a été assez grandiose. C'était à Noël. Au deuxième. Alors le deuxième, souvenir. ça a été le premier tour de l'île de Nantes avec l'équipe de Loire pour tous. Il y en a eu plusieurs. Moi, je me souviens, c'était quand même assez chaud parce que les 2 premiers piliers de ponton, là, enfin Patrick s'en souvient aussi, il y a eu pas mal de chavirages. Mais bon, tout ça pour dire, ça s'est fait avec pas mal de gens des clubs nantais et c'était possible. Tout ça parce qu'on était vraiment bien encadrés. Et le troisième souvenir, bon, il y a eu plein d'autres choses qui sont passées pour la Loire, mais le troisième, c'est celui que tu as évoqué, Franck. Là, ça a été plus que grandiose. Ça a été la descente de la Loire à la rame. Alors, je pense que là, il y en a beaucoup qui ont participé à ça. Ça a été extraordinaire. Donc, la dernière édition, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait toutes. Et la 4e édition, où on a eu une météo assez défavorable, il est vrai qu'à un moment donné, je pense, enfin ça c'était la raison officielle qu'on nous a donnée, il y a dû y avoir un cargo qui était en vue et avec la sécurité, on nous a demandé de dégager le plan d'eau assez vite. Bien sûr, quand on est en yole ou en kayak, on ne peut pas, sinon on chavire. Enfin bon, ça a été une très bonne expérience. Ça a été la fin de cette descente. Mais tout ça, c'est pour dire que ça a été possible avec un très grand nombre de gens, avec pas mal de clubs qui ont participé à l'organisation. Et je crois me souvenir aussi qu'à cette époque, mais je peux me tromper, il y en a d'autres qui diront mieux que moi, il y a eu une très bonne entente quand même entre les clubs et les légendes de l'Erdre et de la Loire, puisqu'il y a eu des manifestations, la capitainerie du port de l'Erdre, et puis d'autres gens qui sont présents. Et je dirais même une assez bonne entente entre les activités commerciales et associatives. Et moi, donc, j'évoque ces souvenirs pour dire à quand on va pouvoir revivre des moments comme ça, avec des gens compétents et des gens moins compétents. Merci. François Lelièvre, je crois, avait une question. Oui, c'est pas tellement une question, c'est une constatation. Bon, je me présente, vice-président de Canaux de Bretagne pour la Loire-Atlantique. Toutes les suggestions du plan d'eau ont quand même été suffisamment abordées pour que je ne revienne pas dessus. Faut quand même pas oublier qu'on est quand même une des métropoles les mieux dotées en plan d'eau pour le loisir de toute la France, sinon d'Europe. On a quand même l'Erdre, on a quand même la Sèvre, on a le golfe du Morbihan qui est à 1 heure de voiture, Saint-Malo à 1h30, La Rochelle pareil. On va rester sur la Loire pour le moment. Oui, non, mais je pense que ça fait partie quand même du problème. Par contre, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au XVIIIe siècle, Nantes était le premier port de France. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il était à la jonction de la navigation océanique et de la navigation fluviale. Donc ça m'amène à une réflexion, c'est que le problème de la plaisance ou de la navigation, c'est aussi pour aller d'un point à un autre. Ça sert aussi à ça. Et pour moi, le problème de la plaisance dans le port de Nantes, c'est d'abord le problème de l'itinérance. Nos institutions touristiques se sont beaucoup mobilisées sur l'usage des fleuves par la bicyclette, la Loire à vélo. La Loire en bateau reste quand même un petit peu un pointillé et un problème. Moi, il me semble que le problème de la plaisance, c'est donner envie à des navires, à des bateaux de plaisance, de venir à Nantes pour y faire des choses. D'abord visiter cette ville qui est quand même très belle, qui nous tient tous à cœur. Mais après, remonter en Loire, notamment pour aller fréquenter un bassin de navigation qui est fort attractif, c'est le bassin de la Maine Anjou, avec la Sarthe. Mais aussi de goûter aux joies de la navigation intérieure sur nos canaux bretons. Il y a quand même là aussi des enjeux économiques et sociaux. Il y a quand même 12 éclusiers qui ne travaillent pas autant qu'effectivement ils le voudraient. Donc, moi, je pense que le problème fondamental de la plaisance à Nantes, c'est un problème d'usage en itinérance, en bonne intelligence, évidemment, avec les activités commerciales. Merci. Je voudrais terminer. Oui, mais je suis désolé, j'ai encore autre chose à dire. S'il vous plaît. Je pense en plus que la Loire
elle se navigue pour elle-même. C'est-à-dire, on ne va pas naviguer en Loire comme ça pour tirer des bords et tirer des ronds dans l'eau. Et pourquoi pas? On y va, enfin, toujours pareil, c'est lié à l'itinérance. Je pense que le problème de la Loire, il se pose à Nantes, comme il se pose à Saumur, comme il se pose à Nevers. Toute la Loire est un problème en matière de navigation. Donc je pense qu'un problème, enfin disons une question qui à mon avis est très importante pour le développement d'une plaisance événementielle dans le port de Nantes, c'est aussi le problème effectivement de la liaison avec l'ensemble du bassin de navigation que représente effectivement la Loire. Là effectivement la plaisance légère a tout à fait sa place et accessoirement j'étais aussi constructeur de la majorité des bateaux qu'on voit sur cet écran. J'essaye de me bagarrer pour sauver le moule de façon à ce qu'un constructeur puisse prendre le relais et continuer cette dynamique. Je pense que c'est aussi une des clés de la navigation en Loire, c'est la culture ligérienne dans son ensemble. Merci. Yves Aumont. Là, juste devant, au premier rang. Et après, on passera la parole à notre ami Gérard de l'Association des bateaux du port de Nantes. Je crois que le débat est tout à fait intéressant. Et d'abord, je crois que la difficulté, c'est que nous, les Nantais, on a trop souvent tourné le dos à la Loire. Depuis un certain temps, la Loire, on l'avait oubliée, on regardait vers l'intérieur, on regardait des développements de l'agglomération, de notre région, sans considérer qu'on est les pays de la Loire et que la Loire, c'est un élément fondamental de notre vie, historiquement, et aujourd'hui, bien plus particulièrement, et le débat est tout à fait intéressant à ce sujet. Et je crois que ce qu'il faut voir dans le thème d'aujourd'hui, qui est celui du nautisme, le nautisme avec tout ce que ça représente, son côté éducatif, ça a été dit tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de clubs qui ont existé sur les bords de la Loire. Il y avait un club nautique à Saint-Sébastien, il a disparu pour X raisons. Il y en a encore du côté de Trentemoux, il faut qu'il continue. Et je crois que chaque fois qu'une manifestation nautique, du nautisme, de développement important, de l'arrivée du Belém ou du départ, du lancement du Saint-Michel, ce sont des foules considérables qui sont sur les quais. Et aujourd'hui, on doit reprendre ces notions-là. Quand j'ai eu l'occasion de courir des Nantes-Sétubal, des courses comme ça, j'ai participé à la Transquadra Solo au départ de Nantes. Je pense qu'on amène du monde, on amène des populations, on amène des gens qui découvrent le tourisme, qui font marcher l'économie. Et ça, c'est des éléments tout à fait importants qu'il faut prendre en considération. La Loire, c'est un support économique, bien sûr, mais c'est un support éducatif fondamental. On a des classes de mer à développer autour de la Loire, dans son environnement périphérique. Et en regardant, on a là tous les éléments de ce que doit être l'éducation et l'avenir. C'est notre colonne vertébrale du pays nantais. Moi, j'insiste fortement là-dessus. Et je crois que ce débat doit nous amener à ces éléments-là, à réfléchir. Aujourd'hui, c'est le nautisme, mais demain, ça peut être l'industrie en règle générale. Ça peut être, évidemment, la Loire à vélo aussi. Ça fait partie. C'est un lien et c'est une complémentarité. Et le nautisme, c'est aussi l'industrie, d'ailleurs. Gérard, le 4e rang. Gérard Marais. Et après, le monsieur qui est derrière, que je n'oublie pas. Bonsoir. Donc, je m'appelle Gérard Marais, je suis président de l'Association des bateaux du port de Nantes. Alors, on est plutôt basé sur l'Erdre, au quai Seigneret. Les bateaux du port de Nantes, je le rappelle très rapidement, ce sont 2 bateaux du patrimoine, puisque nous gérons l'Échalas, qui est une vedette des ponts et chaussées, classé monument historique, et un Rocchio qui avait plutôt l'habitude de traverser la Loire entre Trentemoux et les Calcrucy, puisque nous avons le Chantenay numéro 10, qui est un authentique Rocchio. Ce sont des bateaux qui naviguent. Alors, aller en Loire, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, on a une belle écluse toute neuve, c'est très facile d'y passer. Notre difficulté, c'est de s'accrocher en Loire. Parce qu'à l'exception du ponton Belém, bon, il y a un certain nombre de règles pour s'y accoster, mais elles sont relativement faciles. Un fleuve à 2 rives, et je crois que du côté du Sud-Loire, c'est un peu compliqué. Alors, je crois que l'intérêt, je ne parle pas que pour l'association, il y a 2 notions que je voudrais développer. Je pense qu'il faut que les associations se causent, pratiquent ensemble, développent un certain nombre de manifestations en commun, et on en voit un certain nombre, les rendez-vous de l'Erdre, les régates de Trentemoux. Je pense aussi à la fête du Quai Léon Séché sur la Sèvre, à Rezé. Mais à chaque fois, ce sont des installations provisoires. Ça me stupéfait de voir que je crois que c'est la 20e édition de la fête du Quai Léon Séché, et ça fait 20 ans qu'on loue, enfin que la ville de Rezé loue un ponton pour l'installer. Alors je pense qu'à l'occasion de
d'installation d'équipements. Je crois quand même qu'il me semble qu'il y aura un projet de parking relais tramway avec peut-être un nouveau ponton navibus à Tranquemou. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des appontements qui soient pérennes, qui puissent servir d'abord aux associations, je pense au CNSL bien sûr, je pense à l'association de bateaux du port de Nantes, parce qu'on va régulièrement en Loire, hein, et on s'accroche actuellement à une péniche parce qu'un de nos adhérents a une péniche à Tranquemou et on est à coupe, mais il n'y a aucun ponton. Dernier exemple, on a été affrété au mois d'octobre par la ville de Rezé, on a jonglé avec le navibus de la Tanne parce qu'on a eu l'autorisation d'utiliser leur ponton en faisant attention de ne pas les gêner, ce qui est bien entendu normal. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à cette rive sud de la Loire et que quand on aménage des circuits piétons, des circuits vélos, ben je pense qu'il faut qu'on ait aussi en tête, je l'ai entendu tout à l'heure, que la rive va jusqu'au fleuve et que le fleuve puisse être relié simplement aux habitants, aux citoyens. Et je pense que sur les manifestations que l'on pourrait développer en Loire, bien sûr, notre association sera plutôt très favorable et très présente. Monsieur derrière là-bas. Bonsoir, je suis Bernard Glotin, citoyen nantais. J'aurais deux questions à vous poser, surtout à Nantes Métropole. La première, s'il n'y a pas eu de loi de voter, comme la loi de la protection du littoral une certaine année, où des gens construisaient des maisons n'importe où, n'importe comment, grâce à des maires qui acceptaient de faire des petits ronds de table, y aura-t-il une loi de voter par nos grands élus et nos élus pour protéger les berges de la Loire, parce que vous allez en faire quelque chose de merveilleux, je le vois bien, d'ailleurs vous acceptez qu'on vous donne des idées. Y aura-t-il une loi pour protéger les berges et les terrains qui sont derrière les berges, c'est-à-dire là où on voit la Loire et réciproquement. De là, je pense, le bas de Chantenay, vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai habité pendant longtemps sur la carrière Miseriri et les bruits courts qu'il va y avoir des constructions de fait là. C'est-à-dire qu'on va nous cacher une carrière qui a une histoire. Et par contre, on est un tout petit, excusez-moi, mais on est un tout petit peu hors sujet quand même, puisque la table ronde ce soir, c'est le nautisme, c'est pas l'aménagement. Oui, mais justement, alors, des berges. oui, mais vous dites loisirs nautiques. Alors, je voudrais en profiter parce que cette carrière a déjà des loisirs. Et c'est pas nautique, mais accepter qu'on parle aussi de loisirs. Et pourquoi de cette carrière-là, on n'en ferait pas un mur d'escalade? C'est-à-dire que je désespère. Ben voilà. Donc c'est loisirs. La deuxième chose que je voudrais dire sur la Loire aussi, vous avez parlé de tout à l'heure d'une rive à l'autre. Vous en avez parlé d'un tunnel ou je sais pas. Moi, je vous l'ai écrit sur Facebook. Je suis allé avec deux copains en Turquie en 1968, en Dodoche. Et on est allé même dans le pays qui était envahi par les chars. Et là, la Dodoche a été plus vite que prévu au programme. Et partout, on allait dans tous les pays piquer notre tente. Dès qu'on disait qu'on était français, ils nous répondaient « Ah, la Tour Eiffel !» Et puisque vous voulez faire de la Loire un symbole, pourquoi vous ne reconstruirez pas le pont transborder avec des effets modernes? Vous allez faire plaisir à un certain nombre de personnes dans la salle. Mais ça n'est pas le sujet ce soir. Alors, il y a des questions ici, là devant. Là, ici, là. À droite, oui. Bonsoir. Bernard Lecoq, je suis du Cercle de l'Aviron de Nantes. Et on organise une compétition qui s'appelle le Défi Loire Aviron. Oui. Tous les 2 ans. Oui. Depuis 2009. Donc cette année, ça va être l'occasion de le faire, puisqu'on est en 2015. Le 10 et 11 octobre, regardez, voilà. C'est écrit dessus. Voilà. Et moi, j'ai une question plutôt pratico-pratique concernant la complexité des dossiers qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible de fédérer ou de mutualiser les demandes d'autorisation entre le fluvial et le maritime? Parce qu'à chaque fois, on est obligé de reprendre le dossier à zéro. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qui peut répondre là-dessus? Monsieur Vermeulen, peut-être. Oui, ça, je pense que vous avez parfaitement raison, qu'on a tout intérêt dans cette période, on parle beaucoup de simplification administrative, de pouvoir obtenir ce type de titre unique. Et c'est une compétence du niveau départemental. Et comme en plus, c'est le même service qui est compétent des deux côtés en la matière pour la délivrance de ces autorisations, je pense que c'est un sujet qui pourrait être abordé avec eux. Il faut s'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que, bon, bien sûr, sous réserve
d'adapter peut-être les textes, mais je pense malgré tout que la proposition que vous faites va dans le sens de ce qui est souhaité aujourd'hui, en tout cas, dans beaucoup de domaines. Du côté du Grand Port Maritime, là-dessus Non. Alors, il y a Yves Lenné. On va parler du transborder? Non. En matière de ponton, on a déjà pas mal évoqué ce problème, mais citons-nous en 2015, s'il vous plaît. Nous avons eu la confirmation que ce ponton serait alloué probablement 2 fois par semaine pour le Loire-Princesse, qui fera la croisière vers Angers. Mais CroisiEurope, que nous avons entendu récemment dans le débat, CroisiEurope suit l'exemple de Bordeaux. Ils ont une expérience bordelaise qui a commencé il y a 4 ans ou 5 ans. Ils en sont maintenant envisagé 3 navires. Ils ont de la concurrence et assez rapidement sur la Loire, comme sur Bordeaux, puisque d'après eux, les réservations sont très bien engagées pour 2015. C'est pas 1, c'est peut-être 2, c'est peut-être 3 navires de CroisiEurope qui seront envisagés sur la Loire, et la concurrence, évidemment, suivra. Ça sera peut-être à terme, dans une dizaine d'années, une dizaine de navires. Je rêve, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Allez voir CroisiEurope. Ils rêvent aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, CroisiEurope, excusez-moi, juste est un qu'est-ce qui petit mot d'explication. Du ponton Bélem pour les itinérants. Alors, avec Yves Lenné, c'est difficile toujours. Voilà, c'est ma question. Là, il y a d'autres questions, puisqu'on parle de croisières, qui sont les croisières océaniques, mais je n'en parlerai pas parce que tel n'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je voudrais dire, puisque nous avons aussi évoqué cette coordination dont tu es membre, dont 8 associations sont membres en tout, que cette coordination, née il y a 1 an, a déjà eu une sorte de succès, on peut dire, parce que ce débat n'existerait peut-être pas si elle n'avait pas insisté, mais nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. Mais elle envisage, et fait plus qu'envisager, de créer une enquête importante sur les attentes des Nantais dans ces domaines-là. L'enquête est faite, enfin, elle peut être modifiée, bien sûr, elle est préparée, mais il est évident que si nous interrogeons que les gens qui sont dans la salle, nous aurons des attentes très très fortes. Il faut interroger tous les Nantais, si possible représentatifs de la ville de Nantes. Nous avons besoin de l'appui de notre métropole pour ça. Ok. Alors, une autre question, monsieur? Oui. Bonjour, oui. Demande de réponse peut-être, non, tu veux pas? On répond peut-être sur l'accueil des croisiéristes, si tu le souhaites. Alors, Franck, coucou. Oui, Franck. Pardon, excuse-moi, je ne voyais pas tout ça. Mais... Sur l'accueil des croisiéristes et des navires de croisière, je vous vois optimiste et je souhaite partager votre optimisme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on se débrouillera pour accueillir tout le monde. Et je dis bien, on se débrouillera pour accueillir tout le monde. Si un jour on a des problèmes de capacité d'accueil, à ce moment-là, on verra ça avec la métropole. Mais aujourd'hui, les choses peuvent se gérer. Il y a une montée en puissance qui va être de toute manière relativement lente, mais on a de quoi accueillir du monde. Et on sait le faire. Voilà. Bonsoir, Patrick Lesage. Ma question est extrêmement courte. Voilà, monsieur n'a pas fini. Ma question est courte. Est-ce que ces questions sont posées, par exemple, à Rouen ou à Bordeaux? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, notamment pour tout contourner ou accompagner la réglementation, etc. Est-ce qu'on a l'expérience, le retour d'expérience des autres ports, grands ports maritimes français? Je ne pense pas me tromper en disant qu'en Seine, on est sur les mêmes schémas en termes de règlement de police. Je n'ai pas la connaissance du côté bordelais, mais on est sur des schémas à peu près similaires, c'est-à-dire au moins aussi
au moins aussi hypocrite. Il y avait monsieur là-bas, oui. Oui, Jean-Luc Boivin, Comité de la Loire pour demain. Moi, j'ai trouvé que l'intervention, effectivement, la Loire, c'est une connexion avec d'autres réseaux. Mais la Loire en amont, parce qu'elle ne commence pas à Nantes, la Loire en amont, elle souffre, elle a une dynamique très difficile et à naviguer, elle est très compliquée à Saint-Florent, entre autres, et aux Fresnes, avec des ouvrages qui ont été faits. Et il y a un projet, la région développe un projet, normalement, horizon 7 à 10 ans, mais qui n'est toujours pas voté, qui n'est toujours pas acté. Il serait bon que Nantes s'en empare et permettre que soient réalisés ces travaux qui permettront, pour sûr, de rendre une dynamique fluviale un peu plus importante. Donc il ne faut pas oublier l'amont. Non. Bonne réflexion. Il y a encore des mains qui se lèvent. Oui. Oui, Serge Raffaelen, Ligue de voile des Pays de la Loire. J'aimerais vous évoquer ces centaines de croiseurs qui naviguent sur la côte et qui boudent la remontée de la Loire. En Charente-Maritime, l'habitude de remonter vers Rochefort. La Charente se remonte. Les gens sont bien accueillis. Il y a un port qui est digne de l'accueil. Il y a un centre d'intérêt, Rochefort, un centre d'intérêt certain. Nantes aussi a un centre d'intérêt certain, car nombreux sont les points d'accroche de notre ville, mais les croiseurs ne remontent pas. Il n'y a pas d'accueil. Le ponton que l'on évoque souvent, une centaine de mètres linéaires, a le mérite d'exister, mais il n'est pas suffisant. En tant que Nantais, j'étais très déçu de voir dans l'évolution de la ville de Nantes 3 ports qui étaient connotés sur l'île de Nantes comme pouvant être des ports d'accueil, qui sont en dehors du courant, parce qu'il y a 8 nœuds de courant le long du ponton, et si on loupe sa manœuvre, le gréement, on peut aller se plaquer, je parle de croiseur. Bon. Donc j'ai vu 3 fois se rayer le port en face de Saint-Sébastien, le petit port fluvial en sortie de l'Erdre, le port dit maritime. Il est temps de penser à un port digne du nom pour pouvoir accueillir les croiseurs qui, à ce moment-là, reprendront des habitudes. Voilà, c'est un souhait. Et les animations... Facile. Et ne pas sous-estimer les animations nautiques qui peuvent être faites sur la Loire. Je me souviens des matcheresses que faisait la PCC, de toutes les l'aviron, tous les types de pratiques. On peut vivre des moments forts, mais il faudrait qu'il y ait un pôle. Un pôle d'accueil avec un port digne du nom à partir duquel on pourrait rayonner. Et peut-être, je me permets, des haltes, des relais. C'est un petit peu loin de venir de l'océan. Si sur les communes avoisinantes, il y avait 1 ou 2 haltes attractives, ça permettrait 2-3 points d'accroche et on verrait la plaisance revenir vers Nantes. Voilà. C'est effectivement ce que je disais sur la nécessité d'avoir une réflexion globale sur l'ensemble de l'estuaire de la Loire. On ne peut pas simplement voir les choses du point de vue de la métropole nantaise. Madame, monsieur, madame. Madame, peut-être, oui. Oui, merci. Frédéric Boivin, je suis navigatrice sur la Basse-Loire un peu et la Haute-Loire aussi. Et j'en profite effectivement pour la question de remonter l'estuaire et de ces courants qui sont évoqués, qui sont très forts et qui sont vraiment liés aux aménagements antérieurs de la Loire avec la chenalisation. Et ça me rappelle qu'il y a assez peu de temps, le Conseil général avait lancé un programme de réhabilitation des rives de Loire qui pouvait envisager de se faire justement avec cette question de chenalisation et de pacification du courant. Je voudrais savoir où ça en est, ça. Et si, vous avez parlé du Conseil général, c'est ça ? Du Conseil général, oui. Il n'y a pas de représentant du Conseil général de Loire-Atlantique qui avait lancé ce programme de réhabilitation des rives de Loire. Quelqu'un peut répondre à cette question parce que moi je suis incompétent là. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Enfin, une réponse, je ne sais pas, peut-être un élément d'appréciation, parce que je ne suis pas sûr d'avoir totalement saisi la question, mais il était question de programme de restauration de la Loire, le programme amont de Nantes et programme aval. Enfin, il y a la question du dragage, oui, mais ça n'est pas ça le projet dans sa globalité. C'est un projet qui a été identifié au sein du GIP Loire-Estuaire, caractérisé, j'allais dire, au sein du GIP Loire-Estuaire et qui est aujourd'hui en phase de calage en matière de maîtrise d'ouvrage et de périmètre de l'opération. C'est-à-dire, à ma connaissance, ces travaux en aval de la Loire ne sont pas engagés, alors qu'un certain nombre de travaux ont déjà été engagés en amont de la Loire.
où là, effectivement, il y a une partie du programme qui a été réalisée avec des épis qui ont été arasés, le rétablissement d'un certain nombre de petits cours d'eau le long de la Loire et qui ont effectivement avaient pour objectif de ne plus être dans cet objectif de chenalisation de la Loire en amont. Sur la partie aval, c'est toujours en élément de calage et ça fait partie des sujets qui sont en étude collective, j'allais dire, au travers du GIP Loire-Estuaire et d'une structure qui s'appelle la SEL, mais ce n'est pas porté, me semble-t-il, directement par le Conseil général. Oui, ça a été évoqué déjà dans certaines interventions ce soir. On se rend compte que les usages de la Loire, les usages nautiques, sont intimement liés avec les aménagements de bord de Loire. On a actuellement 3 AC qui sont lancés, 3 zones d'aménagement, le Bas-Chantenay, Pirmil, le sud-ouest de l'île de Nantes. Et il me paraît indispensable qu'il y ait une réflexion commune qui soit faite au niveau de l'aménagement des bords de Loire pour l'ensemble de ces 3 actes. Donc, est-ce que ça a été envisagé ? Et est-ce que en fait, les décisions d'aménagement de ces actes ne vont pas arriver avant les conclusions du débat actuel ? Olivier, peut-être un mot là-dessus ? Un mot sur cette dernière question, oui. Sur le fait que vous évoquiez le Bas-Chantenay notamment, ça ne sera pas décidé évidemment avant la conclusion du débat. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de contribuer aussi au débat en pointant ces questions-là sur effectivement le fait de prendre en considération, alors même si effectivement le fait d'être là, le fait d'entendre ces différentes propositions, évidemment ça nourrit les réflexions qu'on peut avoir, mais je crois que c'est aussi un élément important, c'est de dire à travers ce débat que c'est des points sur lesquels il faut qu'il y ait une vigilance des collectivités pour bien prendre en compte dans les aménagements futurs et de conserver ces capacités de maintenir les activités nautiques. Donc ça, c'est des points importants et qui doivent contribuer au débat. Peut-être un petit mot sur ce qui a été évoqué. Il y a eu une question sur l'évolution législative. Bon, ça me paraît compliqué d'y répondre parce que voilà, on n'est pas en situation de donner d'éléments là-dessus. Sur le soutien à une démarche d'interrogation des Nantais sur les activités, je trouve qu'on recoupe un peu avec le débat sur la Loire. C'est-à-dire que ou alors il faudrait affiner et on aura l'occasion d'échanger, mais de dire aujourd'hui est-ce que la collectivité pourrait venir soutenir une démarche pour interroger les Nantais sur la Loire, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on est en train de faire avec le grand débat sur la Loire, donc peut-être que je n'ai pas bien saisi où il faudrait affiner, mais je trouve qu'on est en train justement d'interroger les Nantais sur quel usage, quelle fonction, quel développement économique, en quoi la Loire sert l'attractivité. Toutes ces questions, on les met sur la table et on les pose. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je trouve que c'est vraiment la démarche qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et puis insister, parce que ça a été évoqué, sur l'aspect pédagogique, éducation, sur ce volet-là qu'on peut avoir à travers la Loire. Enfin, je crois que c'est un élément important sur lequel, en tout cas, la ville veut faire des efforts et consent déjà des efforts importants. C'est-à-dire comment on amène, notamment les scolaires, par exemple, à l'occasion de l'avenue du Bélem, c'est toujours un rendez-vous important et qui fait plaisir aux Nantais. Et comment on fait en sorte que l'avenue du Bélem, puisque c'est aussi... tu évoquais tout à l'heure en disant c'est gratuit quand le Bélem vient, pas du tout. Hein, c'est vraiment un coût pour la collectivité, même important. J'ai pas dit que c'était gratuit. J'ai cru que tu disais. Non, j'ai dit que quand il venait autrefois et qu'il n'y avait pas cette convention avec Nantes Métropole, la fondation Bélem se faisait payer. Oui, alors d'une certaine manière, c'est toujours le cas, pour être clair. Mais c'est acté dans une convention, mais c'est normal, c'est aussi une forme de soutien, et puis on est port d'attache, donc il faut que le BLM puisse revenir, et on y tient régulièrement, et là on est en phase de renégociation de la convention, justement, pour le mois de mars prochain, donc on échange à nouveau, évidemment, fortement avec la fondation. Mais l'idée, c'est qu'on fasse aussi du BLM un outil de découverte pour les enfants, pour les élèves, mais que ça serve aussi à l'ensemble, notamment du patrimoine
des bateaux nantais, et pas seulement du Bélem qui est très emblématique, mais que ça serve aussi aux associations et à tout le tissu associatif qui est si riche à Nantes. Donc, et je sais que les acteurs associatifs sont aussi très partie prenante et volontaires pour participer. Je pense à l'escale exceptionnelle du Bélem l'été dernier, où il y a eu cette mise en lumière du Bélem, et puis ce week-end où il y a eu possibilité d'aller à la rencontre des bateaux du patrimoine. Enfin, ça a été un succès parce que aussi un certain nombre d'acteurs nantais ont joué le jeu. Alors, peuvent s'y retrouver parce que justement c'est le moyen d'aller à la rencontre des Nantais, de faire découvrir les bateaux, et puis je pense d'amener un certain nombre de Nantais à venir dans les associations. Donc on s'y retrouve de cette manière-là, mais c'est aussi un moyen pédagogique et de découverte des activités nautiques. Donc la ville y contribue et soutient aussi par ce biais-là. Merci. On va peut-être prendre une dernière question parce que l'heure passe. Alors 2 questions. J'ai une main qui s'est levée là-bas. Philippe Boidron. 3 questions. On va faire vite quand même, parce que normalement à 20h ici, l'habitude c'est d'arrêter. Mais Philippe Boidron. Oui, bonsoir. Une petite précision. Donc Philippe Boidron, je suis secrétaire de l'Union maritime et fluviale de l'Ouest, qui est un groupement d'armateurs du Grand Ouest. Une petite précision quand même sur nos discussions. C'est important à un moment de placer un peu les coûts. Pour qu'on ait tous un peu en tête 2-3 chiffres clés. Un ponton comme le ponton Bélem, ça vaut en gros, enfin le ponton Bélem et le nouveau ponton Bélem, ça vaut en gros 1,7 million. Le ponton des chantiers en face, ça vaut en gros 1,3 million. Les déficits d'exploitation des ports, ça a un coût. Les animations, effectivement, portuaires, ça a un coût. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut qu'on se dise bien qu'il faut faire des choix politiques, des choix de citoyens et des choix politiques qui consistent à dire oui, on veut s'engager vers des financements par l'intermédiaire de nos impôts ou d'autres fonctionnements, et que les collectivités gestionnaires responsables fassent des choix budgétaires, et que ces choix budgétaires, on ne pourra pas développer un semblant d'équipement de plaisance ou d'animation de plaisance sans budget. Ça, c'est le premier point. Il faut commencer par faire peut-être un inventaire assez détaillé, exhaustif par Nantes Métropole dans le cadre du grand débat, des capacités financières de tout cela. C'est très important. Oui, ça ne nous avait pas vraiment échappé. On savait que ça coûtait de l'argent, tout ça. Oui, mais c'est important parce qu'une liste du Père Noël où tout le monde pense qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, il faudra la ramener à un moment à un autre à une équation financière. Je suis sûr que les élus auront ça en tête. Oui, les citoyens aussi. Les citoyens aussi. Et le dernier volet de ma question, c'était pour répondre à M. Chalut. La navigation de loisirs et de plaisance est possible sur la Loire, bien sûr. Ce sont les manifestations nautiques qui demandent une autorisation du gestionnaire, que ce soit VNF pour la Loire amont, le port, bien sûr, pour la Loire aval, et enfin l'Erdre et la Loire auprès de la DTM ou auprès des services compétents de la préfecture. Alors, il y avait une question tout à fait à la fin, et puis vous aurez le mot de la fin, si je peux me permettre. Je me permets. En termes d'élus, j'ai vu que M. Cordier était là, qui a soutenu pendant des années une opération qui partait de Nantes, qui était Nantes-Porto-Sétubal. Pendant des années, et Émile Robert confirmera, il en a fait état. Je ne suis pas nantaise, donc c'est relativement facile pour moi de m'en exprimer. Il y avait de l'événementiel, il y avait de l'animation, il y avait des bateaux sur l'eau et sur les quais. Et c'est vrai que quand on n'a pas eu un anneau d'amarrage, c'est un petit peu compliqué d'accoster. Donc les loisirs nautiques, évidemment, le terrain le montre, toutes les associations en matière de patrimoine, toutes les associations en matière de sport nautique le démontrent. Il y a un tissu, il y a un terrain extrêmement favorable et riche. Il faut une bouée et un anneau d'amarrage. Merci. Merci. Monsieur, là, tout à fait au fond. Cougar, comité départemental de ski nautique. Nous avons 2 plans d'eau sur la Loire, un à Saint-Sébastien et un deuxième plan d'eau, bras de la Madeleine, devant le ponton du conseil régional. Vous nous avez fait beaucoup de publicité avec vos drapeaux. Pourquoi pas du ski nautique sur la Loire demain? Je crois que c'était ça. Tous les Nantais nous ont téléphoné. Tout le monde veut se remettre au ski nautique. Alors, ma question, que vont devenir nos plans d'eau sur la Loire? Quelles sont vos intentions derrière cette phrase et derrière cette publicité? Je ne suis pas sûr qu'on
puisse vous répondre aujourd'hui. Ça fait partie des questions qui sont posées effectivement par le grand débat, y compris sur des grandes affiches. Maintenant, la réponse n'arrivera qu'un peu plus tard, d'après ce que j'ai compris. Une dernière question ici, et puis après on arrête parce qu'on va dépasser l'heure. Oui, c'est pas vraiment une question. Je m'appelle Alain Bello, je suis venu à Nantes en sous-marin à une époque. J'ai fait escale à peu près où se trouve maintenant le ponton du Bélème. J'avais eu un monde incroyable à la visite du bateau. Mais j'interviens au titre de président de l'Institut français de la mer pour les Pays de la Loire. Donc on est parfaitement dans l'endroit. Et ce que je voulais dire, c'est que le transit de la Loire en Est-Ouest, ça intéresse tous les Nantais et pas forcément ceux qui sont dans cette salle. Car je comprends bien qu'ici, les gens ont la connaissance fine de ce que c'est que la Loire et la navigation sur la Loire. Mais Nantes, c'est 600 000 habitants et on est loin de faire connaître aux Nantais ce que c'est que la mer, enfin la Loire, sa navigation et surtout son ouverture vers les grands espaces. Ce que je veux juste dire, et je reviens sur ce que disait M. Chalut, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout quand on va décider des choses sur les bords de Loire ou sur les franchissements de la Loire, qu'on soit solidaire, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas des choix brutaux qui seraient des murs pour les autres activités. Donc, attention à ce que vous déciderez, messieurs. Et en tout cas, si vous pouviez nous donner les explications de ces décisions. Et puis, deuxième chose, sur les bords de Loire, j'ai entendu beaucoup de choses. Utilisons d'abord ce qui existe et ce qui a été construit par nos grands anciens. Remettons-les peut-être en état à moindre coût. Voilà, c'était juste... Merci pour ce conseil de sage qui va clore notre débat. Avant de laisser la parole à Philippe Audic pour la conclusion, juste un petit mot pour remercier tous les participants à cette table ronde. Donc, toujours par ordre alphabétique, Jean-Pierre Chalut, Olivier Château, Thierry Duflot, Yves Gillet, Émile Robert et Monsieur Vermeulen, Patrice Vermeulen pour la direction interrégionale de la mer. Merci et à très bientôt, parce que ça n'est qu'un début. Continuons-le. Je vais vous embêter encore 30 secondes, simplement pour remercier le collectif qui a organisé ce débat, et en particulier Franck Barrault qui assure cette animation. Je voudrais dire que, en tant que membre de la commission du débat, moi j'étais très intéressé à écouter ce qui a été dit dans le cadre de ce débat. Ça va nourrir la commission, bien entendu. Deuxièmement, ici, si ce soir on était dans le festival Off, je vous rappelle que demain, il y a une audition publique qui se tiendra à la salle des expositions de Nantes Métropole. On y verra à nouveau M. Chalut, mais là, on sera plus sur son métier de président du directoire du port autonome, de l'activité du port, en même temps qu'on auditionnera également un acteur de l'environnement concernant la Loire, puisque nous sommes dans le deuxième thème du débat, Loire économique, Loire écologique. Voilà, je termine simplement en vous disant que pour ceux que ça intéresse, lundi prochain, nous avons également un débat sur le pôle Loire-Bretagne, le pôle métropolitain Loire-Bretagne. Fabrice Roussel sera ici pour nous faire un point sur le développement de ce pôle métropolitain Loire-Bretagne. Et enfin, pour terminer, vous avez un petit verre qui vous attend, si vous avez encore 5 minutes, pour prolonger les débats. Merci à vous.